Alors Paradoxe Bruxelles, c'est une marque de fringues assez iconique à Bruxelles, une marque de créateurs. Je suis illustrateur avant Paradoxe. Et puis un jour, il va faire une rencontre avec un jeune gars qui était ado à l'époque, qui va devenir son cofondateur, et ensemble ils vont créer ce qui va devenir Paradoxe Bruxelles. Mais il faut trouver un nom, parce que là, on n'a rien, tu vois. Il faut une marque, en fait. Paradoxe, ça dit comme nom, il fait « Ah putain, ouais, ça sonne bien et tout. » Et Milan a une histoire assez folle. Alors, c'est un artiste issu de deux parents également artistes, qui s'est retrouvé malheureusement refusé de 2 écoles d'art quand il avait 20 ans. J'ai voulu aller à la Cambre, je me suis fait refuser. Aux Beaux-Arts, je me suis fait refuser aussi. En fait, je me suis fait refuser toutes les écoles, tu vois. C'est une histoire folle, avec plein de rebondissements. Là, ils me disent « Ouais, il faut faire des illustrations de tous les plus grands rappeurs de hip-hop belge et tout ça. » Au musée des Beaux-Arts, ok, vas-y, consécration, tu vois. À devoir illustrer des petits dessins pour pouvoir vivre. J'ai même bossé pour mon père pendant 1 an, je crois. J'ai très mal payé. Je vais faire le merchandising de Cabaye Jean Jass. Est-ce que t'es chaud de faire une illustration? Et ils sont trop contents. Moi, je me dis, génial, je vais continuer à faire ça avec eux. Ça va être trop bien et je vais avoir plein d'autres clients et tout ça. Que dalle. Des up, des down, mais pourtant toujours drivé par une confiance folle. Comment t'as réussi à développer cette confiance à partir du moment où tu me dis, bah, t'as pris 2 grosses claques? J'ai une confiance intérieure qui dit, t'inquiète. C'est bien que tu sois dans la merde là. C'est justement ça qui va te permettre d'aller plus loin. Puis ce qui est hyper marquant, c'est que c'est quelqu'un qui va toujours dire oui à tes opportunités, alors qu'il sait pas du tout comment il va les réaliser. Ça devenait un peu la marque de Bruxelles, tout le monde en parlait et tout. Et après, il y a eu un down. Qu'est-ce qui t'anime alors à ce moment-là? Voir mon dessin sur un t-shirt. Sur quelqu'un dans la rue. Ok, bienvenue sur Donne le rythme, je suis très Ouais. content de t'avoir. Comment tu te sens? Bien, je me sens en forme en vrai. Hein. Ouais, Ouais, c'est la bonne période. C'est une période un peu stressante, mais c'est assez excitant. Donc, il y a plein de choses qui se passent, c'est cool. Et tu viens en pleine période de Black Friday. Ouais. Donc, Et surtout, c'est la période après Noël aussi. Tu vois, qui est hardcore. Si on enlevait la Black Friday, ce serait quand même le rush. je te propose de te présenter Milan et dire un peu ce qu'est Paradoxe au final. Moi, je m'appelle Milan Quadens. De base, je suis illustrateur avant Paradoxe. Et en fait, mon père est designer de meubles et il dessine beaucoup. Et depuis que je suis tout petit, mon père m'a mis le dessin dans les mains. Ok. Et j'ai grandi dans son atelier, j'ai grandi dans des... Ma mère travaille dans la publicité, donc j'ai grandi dans les shootings photos, dans les trucs... En fait, j'ai grandi un peu dans ce monde, on va dire, artistique et en même temps un peu, qui bouge dans tous les sens. J'ai un peu grandi là-dedans. Ok. Avec frère et sœur? Non, je suis enfant unique. Ok. Et en fait, j'ai toujours dessiné. Donc, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose avec du dessin, quoi. Mais je savais pas trop quoi, et juste dessiner, ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que faire des bandes dessinées, faire du graffiti, en fait, juste faire un truc, ça m'intéressait pas parce que j'avais pas envie d'être dans un tunnel, tu vois. Ok. Dans un, comment dire, j'avais pas envie Un d'être... carcan Ouais, j'avais pas envie qu'on dise, ah oui, lui, c'est lui qui fait des BD. dans tu une vois. case. Dans une case, ouais, c'est ça. Ok. Et puis j'ai fait des études d'art en secondaire, donc j'ai appris aussi un peu à m'ouvrir un peu l'esprit. Ça m'a fait un bien fou parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs choses, il n'y avait pas que le dessin en fait, il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient. Puis après la musique, la mode, les trucs. Tu vois, quand t'es ado, tu chopes tout ça dans ta gueule et il y a plein de trucs que tu as envie de faire et tout. Et puis après, moi, quand j'ai fini les secondaires, j'ai voulu aller à la Cambre, je me suis fait refuser. Ok. J'ai voulu aller aux Beaux-Arts. Je me suis fait refuser aussi. En fait, je me suis fait refuser toutes les écoles, tu vois. Et donc, j'étais à Saint-Luc. J'ai continué à Saint-Luc. Et je suis resté 2 mois et puis ça m'a gavé parce que je trouvais que... On était, je crois, en 2013 à ce moment-là. Je me rendais compte que les profs n'étaient pas au niveau de la technologie, en tout cas de cette école-là, de la technologie, de ce qu'il y avait en ce moment, de la manière d'apprendre, de ce qui se passait en fait dans le graphisme. Et donc je trouvais que c'était vraiment à la traîne. C'était pas prétentieux, hein, c'était vraiment, j'avais l'impression de perdre mon temps quand j'étais à l'école. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des stages. En fait, j'ai connaissé 2-3 artistes, des peintres, des parents d'amis à moi, des amis à eux, des trucs comme ça, comme ci, comme ça. Et en fait, j'ai été faire des stages en fait, chez des peintres, chez des sculpteurs, chez des artistes. En fait, j'ai même bossé pour mon père pendant 1 an, je crois. J'étais très mal payé. Et donc là, tu t'avais quitté. J'avais quitté l'école, j'avais tout quitté. Je devais avoir 20 ans, tu vois. Ok. Et je me suis dit, je vais juste essayer d'apprendre le métier. Mais ce qui m'intéressait pas tant, c'était pas tant le métier artistique, c'était plutôt la gestion de comment est-ce qu'un artiste vit de son art, quoi, tu vois. Comment est-ce qu'on va se démerder, parce que moi, je me souviens à l'école, à Saint-Luc, pareil, ils me disaient, ne croyez pas que vous allez vivre de votre art, c'est chaud, quoi. Donc, préparez-vous déjà à faire des études qui ne sont pas forcément artistiques ou des trucs comme ça. Et tu te sentais comment à l'époque? Parce que donc là, tu dis, voilà, t'as testé la Cambre, t'as été refusé, t'as testé Tester la Cambre, les Beaux-Arts. les Beaux-Arts Ouais. aussi. Là, tu quittes Saint-Luc,
truc, t'es en mode prove them wrong, Ouais, fight contre le monde. Ouais, j'avais la haine. T'avais la haine. Ouais, vraiment. Non, mais en plus, à ce moment-là, j'avais la haine parce que je m'étais pas fait accepter. J'avais déjà des bons skills en dessin et la plupart des écoles m'acceptaient pas en me disant ouais, mais nous, on cherche pas trop un dessinateur. On cherche plutôt un artiste qui a envie qui a une vision plus globale et tout, et qui a envie d'apprendre. Et je dis, mais bah ouais, mais moi aussi j'ai envie de ça. C'est juste que j'étais pénalisé parce que je dessinais bien. En gros, c'est ce que j'ai compris, tu vois. Parce que tu dessinais bien. Okay. Et donc j'aurais dû aller. Pas d'autres casquettes. Et donc j'aurais dû aller dans une autre section que peinture. J'aurais dû aller dans BD ou dans un truc comme ça où en fait le dessin est bien mis en avant. J'imagine, hein, tu vois. J'en sais rien, mais j'ai senti que ça collait pas trop avec leur DA, comme on dit aujourd'hui, tu vois. Franchement, je l'ai mal pris, quoi. Et t'étais soutenu par tes parents? Ouais, hyper. Quand j'ai dit à ma mère, je me souviens que j'allais arrêter l'école pour faire un voyage en Australie ou un truc comme ça. Elle m'a dit non. J'ai dit si, je vais le faire. Elle m'a dit bon, ok. Ok. Donc avant de te lancer dans justement la Cambre Saint-Luc et tout ça, là t'es parti un an, quoi. Ouais. Alors je vais t'expliquer. Non, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait mes stages là chez les artistes. Ouais. Pendant un an, je dirais que j'ai appris chez un peintre, chez un sculpteur. Et en fait, le sculpteur en question s'appelle Pierre Hulens. C'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé. Moi, j'avais 20 ans, je connaissais rien à rien. Et lui, il m'a vraiment expliqué que quand tu gagnes 1 000 €, en fait, tu gagnes 500 €. Parce qu'il y a 500 € qui vont à l'État. Que quand tu fais une peinture et que tu veux la vendre 1 000 €, eh ben, tu vas pas avoir 1 000 € d'impôt, tu n'auras même pas 500 parce que ton cadre, en fonction de la taille de ton truc, il va coûter 250. Que, ça se trouve, en fait, tu vas rien gagner si tu vends quelque chose à 1 000 €. Et en fait, j'ai appris plein de choses et une fois, je suis arrivé chez lui, j'ai dit, ouais, j'ai une idée de dessin et tout ça. Et je lui ai montré, il m'a dit, ah, mais c'est génial. J'avais fait une sorte de singe au bic. Il m'a dit, ah, c'est génial. Il a une galerie, ce mec. Et il m'a dit, je te fais une expo gratuite dans ma galerie. Je prends 50%, tu vois. Parce qu'il t'a bien expliqué que rien n'était gratuit avant. Exact. Et on fait tout en black, tu vois. Comme ça, moi, je suis l'État et toi, tu vois. Et moi, j'ai dit, OK, à fond. Il m'a dit, je t'avance les cadres, j'avance tout et tout. Et donc, pendant quelques mois, pendant 2-3 mois, j'ai bossé à fond sur ma première expo. Et puis, le jour du vernissage et tout, c'était rempli, il y avait plein de gens et tout. Je sais pas, j'avais bien communiqué sur le truc. J'étais déjà sur Facebook à ce moment-là, à fond, tu vois. On est quoi, en 2013 ? Ouais, 2013. Instagram, c'était pas encore trop le truc. Et Facebook, j'étais déjà à fond, j'avais déjà pas mal de followers et tout. Et, on appelait déjà ça les followers à l'époque ? Non, on appelle ça des abonnés. Des abonnés, on disait. Même pas. J'avais une page, ouais. T'avais une page, ok. Ouais, j'avais une page, ouais. Et puis, il y a plein de clients à lui qui sont venus, il y a plein d'amis à lui qui sont venus. Et en fait, j'ai tout vendu ce soir-là. Et donc, je me suis fait 10 000 balles, tu vois. Ok. Qui était en réalité 5 000 balles. Parce que 50% est le rôle de l'État, ok. Mais c'était 10 000 balles. Et non, il m'a fait 2-3 cadeaux. Il y a 2-3 toiles où il m'a dit non, celle-là, c'est bon, tu vois, c'est cadeau. Et je m'en suis sorti. Et en fait, j'avais du pognon, quoi. Et donc, j'avais 20 ans, je venais de me faire sortir des écoles d'art et je venais de cartonner une exposition. Tu t'es dit, ok, et je me suis dit, c'est bon, en fait, je vais niquer le game, en fait, tu vois. Et donc, je me suis dit, avant de niquer le game, je vais partir en Australie pendant 6 mois pour travailler, pour apprendre comment ça se passe. Je suis arrivé, j'ai pas travaillé. Quoi se passe ? Comment ça se passe, je sais pas, la vie du travail, quoi. J'étais de l'école, tu vois. Donc, je connaissais pas trop. Donc, je savais qu'en Australie, il y avait des usines où on pouvait travailler. Il y avait des fermes où on pouvait travailler. Je me suis dit, j'ai envie de faire cette expérience-là avant de me lancer vraiment dans la vie, quoi. Donc, petit débat avec ta mère qui a pas été très long. Ouais, c'est ça. J'avais le pognon, donc je suis parti en Australie. Ok. Je me suis dit, mais j'ai plein de fric, c'est trop bien, en fait. Je vais même pas travailler. En fait, je suis arrivé après 2 semaines, j'avais plus 1 €. Surtout, ça coûte un pont, non, l'Australie ? Ça coûte un pont, mais en fait, je savais pas compter. Donc, à ce moment-là, mon billet d'avion, mon visa, enfin, très vite, j'arrive, 2 semaines d'hôtel prépayé, machin, c'est fini après. Tu vois, j'ai pu me bouffer pendant 1 semaine ou 2, puis c'était terminé. Et donc, j'ai trouvé un taf dans une usine de donuts. Okay. J'ai travaillé pendant 3 mois dans cette usine. Et j'ai détesté, quoi. C'était génial, mais j'ai détesté travailler dans une usine. Et puis j'ai travaillé dans les champs et tout. J'ai détesté aussi. Après, quand je suis rentré à Bruxelles, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'avoir de patron, quoi. J'ai vraiment pas envie d'avoir de patron. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse mon truc, quoi, tu vois. Et je croyais que c'était bon parce que j'avais fait mon expo. Ok, donc ton nom était là, ouais, c'est ça. Et que t'allais revendre des trucs et en fait, que dalle. C'est-à-dire que ça a été l'enchaînement des échecs, quoi. Pas vraiment des échecs dans ma tête parce que j'étais motivé. Mais face à la réalité, quoi. Je fais une expo, je vends rien. Je fais plein de projets, mais ça marche pas, ça prend pas. J'essaie de trouver je fais des projets avec des... C'est quoi comme genre de projet ?
Bah, je faisais des illustrations, tu vois, pour je sais pas moi, pour des expos ou j'en sais rien, il y avait Des marques des marques, des événements, tu vois, de danse, des événements de hip-hop, des machins, des trucs. J'étais un peu dans ce milieu-là, dans le milieu du hip-hop, j'essayais de m'installer là-dedans. Et donc, je faisais du graphe, je faisais plein de trucs, en fait. Je m'éparpillais vraiment, j'essayais de trouver mon style. Et en fait, j'ai dû tout recommencer à zéro parce que j'étais trop jeune déjà pour avoir quelque chose artistiquement de défini. Donc, Tu veux dire perçu comme défini ou toi-même dans ta propre maturité d'artiste, il n'y avait pas encore une vraie une vraie patte ou un vrai je chemin? savais pas trop où j'allais en fait. Ok. Et même l'expo que j'avais fait avec les singes, la première expo, tout le monde me disait mais il faut que tu refasses ça, faut que tu refasses ça. Mais moi j'étais là, mais non en fait, j'ai 20 ans, j'ai pas envie de refaire, j'ai pas envie de déjà être confortable dans mon truc. J'avais envie d'exploiter. Et en plus, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y avait plein d'artistes qui m'inspiraient de ouf et qui faisaient Comme parce que je sais même pas si je vais connaître parce que moi euh, c'est beaucoup moins mon domaine. Je me considère pas comme un grand artiste, tu vois, typiquement moi. Donc vas-y. Non, t'inquiète. À cette époque-là, il y avait dans le rap et tout, il y avait Nerwan qui était une sorte d'artiste graffeur. Il est toujours là, hein, je pense, mais je le suis plus trop. Mais à ce moment-là, il m'impressionnait. Puis il y avait Ok. d'autres gars de Bruxelles, des graffeurs que je respectais trop, enfin que j'étais fan de leur travail. Donc à la fois, j'avais envie de faire du graphisme comme Nerwan, puis j'avais envie de faire du graffiti comme Defo, par exemple. C'est un graffeur mythique de Bruxelles. Et puis après, j'ai envie de faire du graphisme comme j'en sais rien, tu vois. Et Ok, ouais, tu te cherchais. ouais, je me cherchais, quoi. Et malheureusement, ce que tu testais fonctionnait pas. Non, ça marchait pas. Alors, je faisais des petits jobs, tu vois, je faisais des logos pour des sociétés qui démarraient, des machins. Et je gagnais que dalle, quoi, tu vois. Je pense que de mes 20 ans de mes 20 ans à mes 24 ans, après, j'étais indépendant, tu vois. Donc ça va. Direct, c'est ça que j'allais te demander. Ouais, ouais, ouais. Dès rentrée, tu t'es mis indépendant. Ouais, j'ai bossé un peu pour mon père. Et dès que j'ai commencé à faire un petit contrat par-ci, un petit contrat par-là, en black, j'ai travaillé pendant 2 ans en black. Ok. Et donc, je faisais des logos en cash, quoi, tu vois, une petite fresque pour un restaurant, un logo pour quelqu'un qui démarre sa société, une étiquette de vin pour un tel. Tu vois, des trucs comme ça, j'en faisais 4-5 par mois et j'arrivais à avoir 1 000 euros par mois. Je pouvais vivre. Tu vis chez tes parents? Ouais, je vivais encore chez ma mère jusqu'à mes 24. Et donc, Ouais, avec, donc avec avec 1 000 euros par mois, j'arrivais à vivre normalement, tu vois. Parce que tu dépenses pas grand chose. Mais j'avais un loyer, je payais mon loyer de mon bureau, mais bon, ça c'était normal, c'était pas cher. Ouais. Et Ok, donc, mais c'est fou parce que voilà. ce qui me marque dans ce que tu me racontes, c'est que tu as été confronté hyper tôt à la réalité du coût de l'entrepreneuriat, bon, le coût de la vie en général. Bon, tu démarrais en Australie, Ouais. tu as compris que très vite, tu as besoin de revenus un peu plus récurrents et réguliers pour pouvoir vivre. Mais surtout, ce rapport. Toi, tu faisais ton exemple, voilà, mais sur une toile, en fait, tu vas avoir tous tes coûts de production, tu vas Ouais. devoir acheter la toile, tu vas devoir acheter le cadre, tu vas devoir acheter tes pinceaux, tu vas devoir acheter ta peinture, tes dessins. Ouais. Ensuite, quand tu auras enlevé ça, tu vas devoir payer une partie de ton bénéfice aussi à l'État. Et Ouais. donc, c'est une réalisation qui arrive très tôt dans ta carrière d'entrepreneur parce que souvent, donc, je trouve que ce sont des sujets que beaucoup de gens comprennent, même après s'être lancés. Parce que beaucoup de gens qui se lancent un peu avec ce rêve de l'indépendant. Ah ouais. Tant mieux d'ailleurs, moi je pense que moi je suis pas du tout innocent là-dessus parce que déjà c'est mon boulot d'aider les gens là-dedans, mais j'accompagne aussi plein de gens qui se lancent avec une innocence à ce niveau-là, et je pense que c'est cette innocence-là qui leur permet de se lancer. Ouais, ouais. Et après tu as souvent le reality check du coup du travail en Belgique. Mais après, même, en fait, il y avait 2 parallèles. C'est-à-dire que je fais un petit rebond en arrière. Quand Ouais. j'étais à l'école en art à Saint-Luc, les cours d'art, c'était génial, en fait. C'est-à-dire qu'on faisait à peu près ce qu'on voulait. Les profs, ils nous mettaient des notes. Les notes, une bonne note, c'est un travail réussi, donc c'est un succès, on va dire. À ce niveau-là, quand tu es à l'école. Si un prof, il te met 17 sur 20 à ta peinture, tu te dis, OK, 17 sur 20, c'est l'avant, ma peinture, tu vois. Et, sauf qu'après, les profs, ils te disent ouais, mais en fait, vivre de son art, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Ils te le disent dès le... Ouais, il y avait vraiment ce truc-là. Je me souviens qu'il y avait ce truc de vivre de son art, ça ne doit pas être une option. Il y avait ce truc de Ils connaissent pas trop, quoi. ouais, faites-vous une sécurité sur le côté, faites des études. Quand vous sortez de là, si vous faites des études d'art et tout ça, allez-y, hein, franchement, c'était motivant, mais il n'y avait pas ce truc de c'est possible de vivre de son art, en fait. Ok, enfin moi j'entends plutôt c'est possible, mais c'est pas la majorité des cas, quoi. Il y a Ouais, seule voilà. une infime partie d'entre vous. Ce qui est une réalité, mais ce message ne sert à rien, en fait.
C'est-à-dire que chacun, s'il y a 20 élèves qui sont super déterminés, d'après moi, il y a 20 élèves, ils peuvent réussir en art, il n'y a pas de souci. C'est sûr que les 20, il y en a un qui va arrêter ça parce qu'il va être passionné par le sport ou par un autre truc. Et parce que le chemin, et ça je pense Et que le chemin, voilà, le c'est chemin ça. est plus compliqué. Donc Et ça, je pense que tu l'admets toi-même, c'est que ce chemin de l'art est peut-être quand même moins tracé que d'autres secteurs. Ouais. Et que ça va te demander pas mal de struggle pendant Ouais. potentiellement Bah, c'est ça. faut pouvoir le traverser, quoi. Mais après, le soir, quand je rentrais chez... Ma mère sortait avec... Elle sort toujours avec, d'ailleurs. Un monsieur qui est mon beau-père maintenant, en fait. Mais ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Mais là, c'était le début où ils étaient ensemble. Et donc, moi, le soir, des fois, j'allais dormir là-bas parce que j'étais entre chez ma mère et entre... mes parents étaient séparés. Ouais. Et entre chez ce mec-là. Et en fait, il y avait un peintre qui habitait au rez-de-chaussée, que je croisais souvent quand j'allais à l'école ou quand je rentrais de l'école. Et en fait, je me suis lié d'amitié avec ce mec-là. Et souvent, il me disait, passe après manger, passe à mon atelier, je fais de la peinture et tout. Si tu veux peindre un truc, je te mets une toile. Et en fait, il m'a appris... l'histoire d'un film. Oui, il m'a vraiment appris à peindre quand j'étais... Et moi, je voulais être peintre. C'est pour ça, quand je suis allé à la Cambre et que j'étais refusé, j'ai pris une claque, en fait. Et à Botanique, aux Beaux-Arts, j'ai pris une claque aussi. Et en fait, c'était mon rêve ultime, en fait. Parce que je voulais avoir la même vie que ce gars-là, qui s'appelle Lionel van den Bogart. Ok. Et en fait, je voulais vraiment... Moi, quand j'étais à l'école, je pensais qu'à une chose, c'était le soir, quand je vais aller chez Lionel peindre et qu'il m'apprenne la peinture à l'huile. Et je prenais de l'avance, en fait. Et quand on t'a volé ton rêve, c'était quoi par quel rêve tu l'as remplacé? Bah... Déjà, le fait de partir en Australie, le fait de faire cette expo qui a fonctionné, ça m'a remis un boost en mode... parce que j'étais un peu dépité quand j'ai commencé à faire mes stages chez les artistes. Je savais pas trop quoi faire, quoi. J'ai été un peu en mode... je suis un loser qui va aller chez un artiste, aller voir comment il travaille. Mais en même temps, j'ai pas été mal reçu, donc j'ai complètement oublié cette histoire. J'ai assez vite oublié cette histoire. Ok. Et donc, si on revient justement à la période où tu dis que tu te cherches un peu, t'es inspiré par des graphes... par des graffeurs, toi t'es à 24 ans, tu gagnes 1000 par mois. Ouais, à cet âge-là, ouais. C'est quoi l'étape qui suit? En fait, donc il y a toute cette étape-là donc, où je fais des logos, des machins, et en fait, un jour, il y a un gars qui me contacte sur Insta. Et ce mec-là, il s'appelle Robin Walscott. Ouais. C'est mon associé aujourd'hui. Yes, j'ai été voir. Et il m'envoie un message, il me dit « Ouais, salut, je fais du merch pour des artistes. Donc je fais plein de t-shirts, je kiffe ton travail, si t'es chaud, je te fais un pull avec ton logo dessus. » Et moi je dis ah ouais, vas-y, il me fait envoie le logo. T'avais déjà ton logo, t'avais un logo? J'avais un nom d'artiste, je m'appelais Idem à l'époque. Ok. Et ouais, il me contacte sur Facebook, je crois, je sais plus. Et donc il me dit ouais, voilà, je fais des t-shirts pour des artistes, t'es chaud d'avoir ton logo sur un pull? Je dis ouais, vas-y, de ouf. J'avais jamais fait ça de ma vie, et donc je lui envoie le logo, puis 2 jours plus tard, même allez, 24 heures plus tard, il me dit c'est bon, c'est prêt et tout. Je dis, ah ok, machin. Il me fait viens le chercher là, j'arrive, c'était chez lui, et il était à l'époque, il était en examen, il a 3 ans de moins que moi, donc il était en examen à ce moment-là. Oui, j'avais vu De Crolly qu'il avait fait en 2017. J'étais d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ça devait être en 2015, tu vois, ou en 2016, je sais pas. Et il était à l'école, et en fait, moi, je dis, je sonne, et il me dit non, sonne pas, le colis est là, il t'attend en bas. J'ouvre la porte, il est là, Robin typique, tu vois, genre, tu as rendez-vous là, il est pas là, mais il y a un mec qui est là pour lui. C'est prévu, quoi. Tu vois, c'est prévu, tout est, ouais, c'était marrant. Donc, c'était cool, et je me suis dit, ah, c'est marrant. J'ai adoré le pull, j'ai fait des photos avec et tout, j'ai kiffé, je me suis dit, putain. Et direct, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai eu le pull, je suis allé chez Mister Ego, où j'avais fait une fresque, en fait, sur tout le mur, pour 0 €. Parce qu'en fait, il me fallait de la visibilité, et je leur ai proposé ça, et pour moi, c'était une manière de faire une petite vidéo, de filmer, et d'avoir un point, quand les gens rentraient à Bruxelles, ils se disaient « Waouh, elle est bien cette fresque », et il y a mon numéro de téléphone, mon Insta et mon Facebook sur la fresque, comme ça, et j'ai eu 2-3 contrats grâce à ça par après, tu vois. Et c'est comme ça que Robin t'a... Non, juste, quand Robin m'a filé ce pull, j'ai été chez Mister Ego, dehors ma fresque, et en fait, j'ai créé une sorte de photos de merch, en fait, c'est comme si j'avais une marque. Et je sais pas trop ce que je voulais faire à ce moment-là, mais il y avait une volonté d'afficher ce pull, la fresque, dans un magasin de vêtements. Il y avait un truc comme ça. Mais tu savais pas où ça allait mener, quoi. Zéro idée, mais vraiment zéro idée. Et donc là, tu nous remets dans le contexte? Je dirais 2016. Et t'as quel âge? 22, 23, comme ça. Très bien. 22, 23, ouais. Non, 22, grand max. Ensuite, les choses ont commencé à s'accélérer pour moi parce que j'ai commencé à avoir... mon nom a commencé à tourner, puis j'ai commencé à travailler avec une boîte qui m'a un peu propulsé, on va dire, assez vite. C'est Digizik, je sais pas si tu connais. Ouais, de nom, ça me dit quelque chose.
Non, pour le coup, je mens pas. Mais j'arrive plus à me plonger, mais le nom me dit quelque chose. En gros, Digizik, son patron François Charles, qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, on fait une expo pour le hip-hop au Botanique et tout ça. Okay. Putain, pourquoi c'est Botanique? Au Beaux-Arts, encore une fois. Évidemment. Au musée des Beaux-Arts. Et là, ils me disent ouais, il faut faire des illustrations de tous les plus grands rappeurs de hip-hop belge et tout ça. Et je dis ok, vas-y, consécration, tu vois, tac, je le fais. Consécration. Non, mais pour moi, à ce moment-là, c'était, tu vois, c'est tous ces petits chemins, c'est tous des trucs où je reviens et je me dis waouh, putain. Ça, ce qui m'intéresse, c'est parce que là, l'histoire est géniale. Toi, quand tu le traverses, c'est des hauts et des bas, j'entends. Ouais, c'est que ça. Mais là, t'étais en up. Là, j'étais en up total. Okay. Donc, il y a ce truc de hip-hop, en fait. Là, je rencontre Kaba et Jean Jass qui étaient en train de décoller à ce moment-là. Vite fait via Robin qui était là et on discute un peu à quatre. Et puis après, ils nous disent mais faites le tour de l'expo avec nous. Donc on fait le tour de l'expo avec eux. Moi, j'étais comme un fou et tout. Et puis après, Digizik toujours me rappelle pour un projet de faire en fait un pop-up store sur le hip-hop à Rogier. Et ils me disent ouais, est-ce que tu, parce que j'avais marqué que je faisais sur mon Insta, je faisais de la scénographie, je faisais plein de trucs comme ça et tout. Bref. Et ils me disent ouais, est-ce que tu fais de la scéno, tu pourrais faire un pop-up? Oui. Est-ce que j'avais les notions? Non, j'avais jamais fait ça de ma vie. Est-ce que tu sais faire... Donc pop-up, là, tu te retrouves à devoir quoi? La signalétique, toute la DA de l'événement? Ouais, toute la DA de l'événement et tout ça. Et en fait, ça, c'était le premier vraiment step-up, tu vois. Okay. Donc là, je fais la photo. Et puis, très vite, il me dit mais je vais faire le merchandising de Kaba et Jean Jass. Est-ce que tu es chaud de faire une illustration pour ça? Et en fait, à ce moment-là, moi, je le fais l'illustration. Et j'avais pris, je crois, un pourcentage. Non, j'avais pas pris un pourcentage. Non, j'avais demandé un cachet. Il m'avait payé justement et tout. Et j'étais bien. Et donc, comme je te dis, c'était en up à ce moment-là. Donc, je fais le merchandising de Kaba et Jean Jass. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que... Tu illustres leur... Ouais, j'illustre. Donc, en gros, ils me disent, ouais, il faut faire 2 t-shirts, 2 pulls. Et il faut faire une illustration. Alors, moi, je fais une illustration. Mon idée, c'était de faire un pull Kaba et un pull Jass. Pour qu'il y ait 2 marchés différents. Et je leur ai dit, on fait un truc spécial Kaba, un truc Jass. Et ils ont adoré l'idée, on l'a fait, et ça a cartonné, en fait. T'as appris à avoir des commandes. Ouais. J'ai remarqué que c'est un terrain pas facile à naviguer quand t'es artiste et que t'as un sujet. Je me demande, tiens, comment toi tu gères ça? En fait, je pense que de base, j'ai toujours aimé me dire oui alors que je savais pas faire le truc. J'avais aucune notion, aucune idée, rien du tout. Mais j'ai toujours été un peu plus loin que ce que je pensais savoir faire, donc j'étais toujours fier de moi. Et après, avec le recul, des fois, je regardais et je disais putain, c'est quoi cette merde que j'ai fait et tout. Mais je me suis toujours mis en condition en fait. Dès que j'ai un client qui me dit tu sais faire ça, bah non. Mais je dis oui. Ok, tu dis oui. Et après, j'étude le truc. Making it till you make it, quoi. Ouais, parce qu'il fallait que c'était pour moi, c'est une opportunité, en fait. Si je disais non à une opportunité, j'étais mort dans le film, en fait. Je pouvais pas. Non, mais vraiment, je pouvais pas. Et donc, je pouvais pas dire non, en fait. Et c'était quoi la peur? Si tu dis non, en fait, je vais pas atteindre mon rêve? Genre, je me tire une balle dans le pied? Si je dis non... c'était de la peur, j'ai pas fait mes études, donc dire oui, c'était une manière d'apprendre, tu vois, c'était une manière de me mettre en danger. Moi, je m'en fous si on me dit... En fait, je pense que je m'en fous d'être ridiculisé. Je pense que c'était ça le truc. Okay. J'avais pas trop peur qu'on me dise c'est de la merde ton truc. Je crois que j'avais suffisamment confiance en moi à ce moment-là pour artistiquement, pour me dépasser un peu et pour me dire mais je vais vous montrer ce que je sais faire, je vais vous montrer ce que je vaux en fait, comme si cet examen de la cambre et de machin, je pouvais le réutiliser, que j'avais une deuxième chance en fait, donc je pouvais le refaire. Petite pause dans cet épisode pour te parler d'Accountable, mon partenaire que je recommande à tous les indépendants. D'ici 2026, toutes les factures devront être envoyées par voie électronique via le réseau PayPal. C'est fini les courriers, c'est fini les PDF. Mais bonne nouvelle, Accountable a déjà intégré cette fonctionnalité depuis un bon moment. Mais Accountable, c'est bien plus que PayPal. C'est l'app numéro 1 pour les indépendants en Belgique. Tu peux mettre tes factures, connecter ton compte en banque et l'app te montre en temps réel ce que tu gagnes vraiment et ce que tu dois mettre de côté. Elle t'aide aussi à gérer la TVA, ta déclaration d'impôt et en cas d'erreur, leur garantie fiscale te couvre. Alors si t'es indépendant solo, je t'ai négocié 3 mois gratuits avec le code RYTHME à l'inscription sur accountable.eu. Utilise bien le lien que je te mets en description. Et maintenant, retour à l'épisode. Comment t'as réussi à développer cette confiance à partir du moment où tu me dis t'as pris 2 grosses claques, tu vois...
Et puis après, t'as même abandonné Saint-Luc, t'es là à 20 ans. Donc je comprends maintenant qu'il y a tout un trajet, je comprends qu'il y a eu plein de petites étapes. Il y a des moments clés où tu te dis, en fait, où t'as changé de mindset, tu dis, en fait, là, fuck it. Ouais, bah, à peu près tout le temps. Mais bah, alors déjà, mon père est l'exemple total parce que lui, c'est l'artiste qui galère, qui vit dans son garage, qui est garagiste et artiste. En fait, il était carrossier et donc en fait, il faisait des œuvres d'art en métaux, en carbone, avec des matériaux qu'on peut retrouver sur les voitures. Et en fait, il a eu des up and down. Et moi, je l'ai vécu dans toute mon enfance, en fait. J'ai vécu très bien avec lui. Et il y a des périodes où ça n'allait pas du tout. Il était fauché. Et donc, on était à deux dans un mini appart. On dormait dans la même chambre. Et il y avait juste allez, comment on appelle ça, un paravent Ouais. qui nous séparait. Donc, quand il était avec sa meuf, moi, je l'entendais baiser. Enfin, c'était horrible, tu vois. Ah, quel enfer. Et en fait, des trucs comme ça, tu vois, alors que sur le côté, j'avais ma mère qui était dans la pub et j'avais une vie super stable et tout ça. Donc, j'avais vraiment un contraste Oh, total. mec. J'avais la partie cadrée, bien éduquée chez ma mère et j'avais la partie rock'n'roll chez mon père. C'était le boxon, quoi. Que j'essaie un peu de, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer aussi dans le podcast, c'est un peu dresser le portrait, comprendre, tu vois. Bien sûr, bien Parce sûr. que là, je vois que, là maintenant, tu l'expliques, il y a une vraie confiance en toi, il y a à la fois une prise de conscience de toutes les claques que tu t'es prises, là maintenant tu t'as rebondi, et donc je comprends que finalement, en voyant la vie de ton père et à la fois le fait qu'il puisse vivre, ça t'a aussi, mine de rien, montré un exemple qui, malgré les downs, tu peux. Mais c'est surtout dans son attitude que c'est pas. Moi, je me rendais pas compte que c'est avec le recul que je me rends compte. Des fois, on en parle aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec lui, et des fois, on en parle, je dis, mais c'était quand même n'importe quoi cette histoire. Et un jour, il mettait des pièges à souris à côté de mon lit parce que c'était dans un garage, et donc c'était Anderlecht, et c'était dans un endroit où il y avait plein de bagnoles qui rentraient, c'était toujours ouvert, il y avait de la bouffe qui traînait, c'était le bordel. Et il y avait des souris dans l'appart, quoi. Et un jour, il m'a dit, une fois, j'ai vu une souris sur le lit, j'ai pas osé te réveiller. Et j'étais là, bah ouais, c'est des petites histoires comme ça, tu vois. Mais après, il y a eu des ups, tu vois. Puis il y a eu des downs et des trucs comme ça. Et donc, Mais l'attitude à travers, finalement. mon père a toujours été ultra au top. Même quand il était down, dans le travail, il m'a jamais dit, ah, ça va pas, je sais pas si je vais continuer. Il a jamais eu de doute, en fait. Lui, dans sa tête, c'était toujours let's go. Il était toujours passionné, en fait. Et donc, j'ai toujours eu un père qui a eu une confiance extrême en lui. Waouh. Et même dans les moments où c'était les plus down. Et donc, comme j'ai pu voir ces up and down Avec lui garder le cap. dans ma vie, et que lui garder le cap, bah, pour moi, c'était comme ça, quoi, tu vois. Même si j'ai l'impression d'être moins solide que lui, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu des doutes. Moi, j'ai tout le temps des doutes, tu vois. Et ben lui, pas vraiment. Je suis sûr que tu as tout le temps des doutes, parce que je crois qu'on est tous remplis de doutes. On les perçoit pas maintenant, je trouve, dans ce que tu me partages. Je comprends que tu en as eu. Ah, mais j'en ai toujours. Là, la même, genre. C'est quoi tes doutes du moment, si on fait un... Mes doutes du moment, bah, c'est est-ce que je vais réussir à gérer ma vie professionnelle, ma vie relationnelle, ma vie amicale et tout ça. Est-ce que l'un n'est pas le sacrifice de l'autre? Est-ce que si je me donne à fond dans un, est-ce que je sacrifie pas l'autre? J'ai des angoisses de relationnel. J'ai eu un gros problème avec ma relation l'été dernier. Ta relation amoureuse? Ouais. Et je suis sûr que, heureusement, bah, ça s'est rétabli, mais je suis sûr que c'est dû au travail, en fait. Le travail est tellement une source de pression et de ça que j'en suis venu à pas faire attention à ma relation, à être un peu automatique dans mes réponses, dans mon truc et tout ça, parce que j'étais trop omnibulé par le travail. Et en fait, j'étais à deux doigts de perdre l'amour de ma vie, tu vois. Et c'était choquant. On s'en remet à peine maintenant, tu vois. On a été voir des psys, des machins et tout. Donc ouais, c'est pas... les doutes sont tous les soirs avant de dormir, je me pose la question, en fait. Qu'est-ce que je vais devenir avec Paradox? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que je suis pas dans un tunnel, en fait, qui est en train de creuser un trou dans lequel je vais plus savoir ressortir un jour, tu vois? Alors que je sais que non, mais j'ai des doutes, quoi. Doutes, mais malgré tout une confiance. Ouais, parce que... C'est génial. Je mets ça en avant, je trouve que c'est... Parce que je pense que... Pourquoi je vais dans cette direction-là? Je pense qu'en effet, on est tous remplis de doutes au quotidien et on est hyper nuancé, quoi. On n'est jamais lisse, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans des interviews, c'est un peu comprendre les différentes facettes, les deux côtés de la médaille. Si tu veux, j'ai été voir des psys et tout ça, hein, donc pendant longtemps, tu vois. Et donc, j'ai vraiment fait attention à moi parce que je sais que je peux être très anxieux et je réfléchis beaucoup. Je pense, je suis trop cérébral dans ma vie, en fait, je laisse pas assez les choses faire et tout. J'ai besoin de contrôle et tout ça. Pas malsain, hein, mais contrôle, tu vois, pour que les choses se passent bien, quoi, tu vois. Et
Et c'est vrai que là où j'arrive à me détacher, à reprendre en fait les choses naturellement et sans stresser, sans anxiété, sans rien, c'est quand je me rappelle qu'en fait, tous les moments où j'étais le plus down, j'ai suivi un énorme up après qui était plus haut que le up d'avant. En Ok. fait. Donc c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai une confiance intérieure qui dit t'inquiète, C'est cool. c'est bien que tu sois dans la merde là. C'est justement ça qui va te permettre d'aller plus loin. Et j'ai envie de me replonger justement dans ce up. Tu t'expliquais justement, tu t'avais fait un petit rewind. Tu Ouais, avais dit, OK, Victor, ouais, bam bam, pull, OK, Kaba Jean Jass. Je ouais, t'avais posé la question du coup là sur justement comment tu t'appropriais ouais, c'est ça. une, Ouais. une demande Mhm. artistique. Donc là, ils viennent vers toi. Ouais, Tu leur fais deux propositions, Kaba Jean Jass, ouais, de marque. ça fonctionne. OK. Ils sont trop contents. Moi je me dis génial. Enfin, je vais continuer à faire ça avec eux et ça va être trop bien et je vais avoir plein d'autres clients et tout ça. Que dalle, tu vois. T'as été à un concert gratos? Non, même pas. Mais par contre, Robin m'a un jour proposé, il m'a dit, ouais, je crois que c'était l'été qui arrivait. Il me dit, ouais, j'ai plein Vous êtes de... potes là à ce moment-là? Vous êtes juste. Bah, C'est ce genre de c'est loin. très étrange. On s'entend. En fait, on a une sorte de. J'ai l'impression. Bah, j'en sais rien de son côté. Mais à ce moment-là, on se connaît pas trop. En même temps, on a beaucoup d'admiration l'un pour l'autre, j'ai l'impression. Moi, j'étais un peu impressionné du savoir que un gars de 16 ans, 17 ans était aussi chaud, en fait, de travailler avec Caballero, Jean Jass. Il faisait le merchandising de tout plein d'artistes, de la Smala à ce moment-là. Il travaillait avec tous ces gens-là. Donc, j'étais là, mais. Comment tu fais, gros? Bah non, surtout, bah, si je travaille avec toi, c'est que je suis au bon endroit, en tout cas, Ouais, tu vois. J'étais un peu là, bon, bah, ouais. ok. Je vais pas te lâcher. Mais en même temps, sans vraiment, tu vois, sans vraiment calculer quoi que ce soit, j'étais pas trop J'étais content d'avoir fait ce truc avec Cabet Jean Jazz. J'attendais, il travaille avec Romeo Elvis aussi. J'attendais peut-être qu'il y ait un truc avec Romeo Elvis qui tombe. Ça n'est jamais arrivé, tu vois. Mais c'est pas grave. Mais par contre, à un moment, il m'a dit, ouais, Milan, j'ai plein de t-shirts vierges, en fait, de merch que je sais pas quoi en faire parce qu'on les a pas print. Et je dois m'en débarrasser. Du coup, t'es chaud faire 2-3 designs, et comme ça on les vend, si on arrive à les vendre, et au pire on les donne, mais voilà quoi, tu vois. Et là, moi je me dis, ouais, vas-y, j'ai 2-3 idées et tout, et donc je fais 2-3 dessins, je fais quelques dessins pendant une semaine, et puis je lui envoie les mock-ups, et il dit, ouais, c'est trop bien, ok, on fait ça. 2 jours plus tard, c'est imprimé, tu vois. Et là, je vais chercher les Et trucs. imprimé, il y a une machine à Bah sérigraphier ouais, chez lui il lui? travaille avec un sérigraphe Ok. qui est toujours là, qui s'appelle les imprimeurs à ma campagne. Et donc je vais chez le gars et je vais voir les t-shirts et je suis là, waouh. Enfin, franchement, ça, quand tu vois ton dessin imprimé sur n'importe quelle matière, que ce soit un Ouais. t-shirt, sur du papier, Sur une tasse. sur une tasse, il y a toujours ça fait un truc un peu magique, tu vois. Et là, j'ai eu ce truc un peu magique et je me suis dit, putain, c'est trop stylé, tu vois. Et après, je me suis dit, comment est-ce que je vais vendre ce truc? Il y a blindé en fait. Il avait fait blinder de t-shirts, il y avait des caisses et des caisses, c'était là. Personne va m'acheter des t-shirts, tu vois. Et vous avez un deal à ce moment-là, je veux dire, Rien, c'était vraiment fait. qui paye? Lui, il payait. Mais lui, en fait, il payait juste l'impression, parce il avait déjà les t-shirts. Ok. Et on faisait 50-50 sur le bénéf, après avoir Ok. récupéré tout l'argent qu'il avait investi dans les t-shirts. Et Ok. tu D'abord vois. les coûts et puis après Ouais, tout ce qui on reste. s'était mis un deal comme ça, quoi. Coin de table, réglo. Ouais, c'est ça. Mais Vraiment. t'avais aussi une bonne expérience avec lui, il avait été réglo, tu m'avais dit le cachet qu'il avait. Exact. Oui, c'est ça. Moi, en plus, je sentais que c'était quelqu'un qui voulait avancer. Donc, pour moi, quand tu veux avancer, j'ai toujours senti ce truc. Quand tu veux vraiment avancer, ça sert à rien de te mettre les gens les uns contre les autres, tu vois. Donc, je sentais que ça roulait bien. Et puis, très vite, il me dit, mais il faut trouver un nom parce que là, on n'a rien, tu vois. Faut une marque. Il faut une marque, en fait. Enfin, on peut Ouais, pas dire, ouais, c'est Milan et Robin qui ouais. vendent des t-shirts. Non, il faut une identité, je Il faut une comprends. identité, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, je regarde les dessins que j'avais faits et il y avait plein de contradictions, plein de doubles messages. Il y avait des trucs. Moi, j'ai toujours aimé les trucs avec un message cassé ou alors caché ou avec une illusion d'optique ou les trucs comme ça. J'ai toujours kiffé. Je suis un grand fan de Escher, tu vois, le Mhm. dessinateur. Et en fait, là, je me rappelle que mon travail de fin d'année de l'école, c'était sur le paradoxe et que j'avais eu la mention, je crois. J'avais gagné le prix de meilleur élève de l'école ou je sais pas quoi. Et j'avais gagné la mention, j'avais tout cartonné. Et je me suis dit, bon, si j'ai cartonné là à l'école, je pense que je peux cartonner plus loin, tu vois. Et je me suis dit, je vais l'appeler. J'ai dit à Robin, c'est Paradoxe, ça dit comme nom. Il fait, ah putain, ouais, ça sonne bien et tout, c'est stylé, tu vois. Et du coup, je fais, bah, Paradoxe, c'est le nom, Ok. tu vois. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait 1000 paradoxes. 1000 paradoxes.
Mais ça, c'était trop tard parce qu'on avait déjà lancé la machine. En fait, très vite, on a lancé le truc parce que lui, comme il faisait du merch avec des artistes, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné plein de paradoxes à tous les artistes. Il a mis des caisses dans les tournées qu'il faisait avec Kaba, Roméo et tout ça. Là, il me dit, vas-y, tac, on amène toutes les caisses, on donne à plein de gens, on donne. En fait, on donne tout, tu vois. On vend rien parce qu'on, voilà. Mais là, n'empêche, on fait un petit site, on fait un petit, commence à faire une DA et en fait, comme les artistes, ils portent nos vêtements au festival, ils portent nos trucs. Bah, nous, notre Instagram commence à monter très très vite, tu vois. Pas énorme parce que c'est pas non plus voilà. Là, vous êtes déjà pas mal, vous avez 45. Non, mais à ce moment-là. Oui, non, mais j'essaie de remettre dans maintenant. Quoi. Maintenant, vous avez genre 45 000 abonnés sur Insta. Ouais. Donc à l'époque, on est même pas. 2018, je dirais. Ok, ouais. 2018, et là, on démarre en 2 jours, on avait 1000 abonnés sur Insta. Ce qui est énorme pour l'époque. Ce qui est énorme pour l'époque, ouais. Et donc, moi, je suis comme un ouf. Ouais. Et, mais t'as un site, tu peux rien commander, il est un site vitrine. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais commander. Ok. Mais je te raconte pas, à ce moment-là, Robin louait un petit appartement. C'était rempli de caisses. Mais genre vraiment, c'était rempli de... En fait, un jour, j'étais là et on avait des commandes et tout. Et je me suis assis. J'étais avec sa sœur à ce moment-là. Enfin, on travaillait avec sa sœur. Et Robin, il était en tournée. Et à un moment, je me suis assis sur un carton. Je me suis pris la tête et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour traiter toutes ces commandes? Comment est-ce que je vais faire pour... Parce que j'en ai pas beaucoup des commandes, mais je savais même pas où les t-shirts étaient, il y avait pas les tailles, enfin c'était... Il y avait je sortais des caisses, c'était un truc Romeo Elvis, puis c'était un truc Kaba, puis après c'était un truc Paradoxe, et j'enlevais la moitié, il y avait un autre truc que j'avais jamais vu de ma vie, j'étais là. Comment est-ce qu'on va faire? Il y avait aucune structure, c'était horrible, on savait des... J'ai envoyé des lettres d'excuses à des gens parce que les gens pétaient un câble et tout. Enfin, c'était vraiment... Parce que oui, comme les gens étaient fans, ils achetaient direct. Les gens étaient fans de Kaba, Jean Jass, Roméo et tout ça. Bah, ils allaient sur le site Paradoxe, ils achetaient direct. Et t'avais même pas encore fait les commencements là parce que comme tu dis, t'as balancé quasi tout ce que t'as produit. On a fait C'était insupportable. En fait, on a commencé, on gérait pas du tout, on savait rien faire, on savait rien gérer, c'était horrible. T'as découvert le concept de la précommande, mais sans avoir toute la logistique derrière qui te permet de gérer ton flux quoi. Je savais même pas, à ce moment-là, je savais même pas quelle marque de t-shirt on achetait pour. Je voyais je vois les étiquettes, j'étais là, putain, on n'a même pas enlevé les étiquettes, c'est des blanks de base, tu vois. Enfin, c'était vraiment horrible. C'était vraiment. Mais après, c'était trop stylé parce que c'était un bon problème. C'est un problème de succès, mais mine de rien, tu parlais de moment de doute, j'imagine que ça doit être très stressant parce que là, on rigole, mais sur le moment, je peux complètement imaginer, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais qu'à ce côté, putain, si je me loupe là, j'ai cassé un truc en or. J'ai cassé un truc. C'était exactement ça. J'ai cassé un truc génial qui monte, et là, je suis en train de le. Ah, putain. Je me suis toujours dit ça. Et en plus, je me le dis toujours. Hein. Ça de le rentrer un client. Non, mais non, pas ça. Un client qui est pas content, c'est un client qui reviendra plus jamais. Et que ce soit quand tu fais du graphisme, même si tu fais un logo pour un client, et que au début il dit ouais j'aime pas trop et tout, et qu'à la fin après longtemps après ramer il dit ouais pour finir je vais prendre celui-là et tout ça, et il va plus jamais te rappeler en fait parce que peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre qui sera meilleur que toi, peut-être qu'il va se dire putain j'ai pas envie de me remettre dans une galère comme ça, et encore tu vois. Mais donc ça c'est challengeant pour toi, si je comprends bien, de réaliser que ça peut ne pas plaire ou que des gens... c'est pas challengeant, mais en tout cas, c'est une réalité que je me suis mis en tête. Je me suis dit, je ne peux pas décevoir. Et ça, je me suis toujours dit, je ne peux pas décevoir un client, tu vois. À la fois, je crois que je comprends hyper fort ta démarche parce que je pense que dans une approche business et même de service en général, c'est une bonne pratique d'avoir ça en tête. Tu vois, le service client, le produit. De l'autre, je trouve qu'il y a une réalité... à laquelle aussi moi je me suis fait, tu vois, dans un boulot de coaching typiquement, j'ai mon propre style, j'ai mon expérience, tu peux accueillir des personnes dans des états différents à certains moments, et des fois il y a des non-matchs où il y a un match au début et en fait à la fin t'es peut-être plus vite, et donc pour pas prendre personnellement, mais ça dépend encore une fois de la distance aussi que toi t'as, parce que t'as peut-être que tu te dis je dois absolument ne pas décevoir un client, et quand tu le déçois tu passes très vite à autre chose parce que so be it. Mais je trouve que ça peut être très lourd à porter cette volonté de non décevoir à tout prix, parce qu'en fait c'est inévitable, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ouais bien sûr, mais c'est pas grave si tu vois, j'en fais pas toute une affaire, mais je me dis quand même que j'envoyais encore un message ce matin à Corentin, le manager du shop, qui gère le SAV aujourd'hui et qui gère super bien, je l'adore et tout. Et je vois qu'on a reçu des messages sur Insta de gens qui disent qu'ils ont envoyé des mails. Je dis à Corentin, on ne peut pas décevoir un client. Ça reste, moi, dans ma tête, le truc numéro 1, tu vois. Je te rejoins dans la philosophie à 100%. Je crois que là où je voulais appuyer, c'était que je me demandais, tiens, à quel point t'endors mal.
Non, ça Parce va. que la philosophie, pour moi, elle est claire. Tu fais un service, tu fais un produit Ouais. pour ne pas décevoir un client. Et si jamais tu déçois un client, c'est pas important de comprendre pourquoi Ouais, c'est ça. et de trouver le levier que tu peux mettre en place. Mais je pense que moi, c'est plutôt pour ça que je stressais à fond. C'est le fait de ne pas connaître la solution au problème. Donc quand je te dis, je me prenais la tête assis contre les cartons, tu vois, Comment? avec le steamer qui fait tut tut parce qu'il n'y a plus d'eau dedans, tu vois. En fait, toutes ces merdes jusqu'à ce qu'un jour, tu vois ton t-shirt dans la rue porté par quelqu'un. Et là, ça efface tout. Et là, en fait, ça efface. Ouais, clairement. Là, tu dis, ok, ça c'est stylé. Tu vois, vraiment, ça c'est stylé. Et donc, là, le reste a un peu moins d'importance. Mais à ce moment-là, moi, je voyais rien, en fait. Je voyais juste des commandes. Mon associé qui était en tournée toute l'année, qui faisait. Je voyais ses stories, il s'amusait trop et tout. Moi, j'étais là dans. Et comment se passait votre... c'est important parce que donc, dans la relation... Parce que moi, j'entends, c'est la manière dont tu le racontes. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'on est sur un truc un peu flottant. C'est un peu flottant. Je vais pas te mentir, c'est un peu flottant. Je l'appréciais énormément parce que je sentais que, en fait, entre Robin et moi, il y a eu une confiance assez rapidement. J'ai hyper confiance en lui et je pense qu'il a très fort confiance en moi. Et ça, c'est quelque chose d'assez solide, tu vois. Et de base, c'est arrivé très vite, ça. Et quand, en fait, lui, il est parti en tournée et que je me suis retrouvé un peu seul à gérer avec sa sœur et tout ça, je pensais pas trop au fait qu'il était loin. Je me disais juste, je sais pas gérer ça, en fait. Je sais pas d'où ça vient les vêtements, je sais pas qui contacter s'il faut faire une étiquette, je sais pas comment, à quel bureau de poste, comment, enfin tu vois. Parce que tu devais gérer toute la logistique, l'envoi, la totale. Je connaissais rien, tu vois. Et on a fait que des merdes, on a fait que des erreurs. Après, ça va, c'était pas énorme les commandes. On est sur quel volume pour avoir une idée? Je sais pas, mais je pense qu'à mon avis, à ce moment-là, on devait avoir entre 50 et 100 commandes à traiter, ce qui est pas énorme, mais c'est juste qu'avant, on n'avait rien. Et donc, comme je savais même pas où étaient les t-shirts, tu vois. Ça doit être stressant. C'était vraiment hyper stressant. Ok, donc tu arrives à traverser ça avec sa sœur. Ouais, tranquille. Elle nous a bien aidés, tu vois, au début. Et après, en fait. Je vais pas te mentir, ça a été que des merdes. Après, c'était génial parce que Robin, lui, il investissait, en gros. Il gérait la logistique qui commençait à s'améliorer de son côté parce que comme il faisait du merch de plus en plus avec sa boîte sur le côté pour des artistes, il commençait à avoir une structure de plus en plus carrée, tu vois. Lui, donc son core business, pour remettre dans le contexte aussi que les gens comprennent, il a de base une autre activité. Ouais, de base. Merchandising. Exact. C'est son truc. Donc, en gros, on va le contacter, un artiste, en mode, du coup, maintenant, j'imagine, tu en as un que tu fais bien. Il a Cabaret Jean-Jacques, il a Roméo, et donc c'est un truc de réseau, vous avez utilisé d'ailleurs ce même canal pour Paradox. Exact. Mais donc, c'était son deal, il se fait contacter, et il trouvait des partenariats avec des illustrateurs, dont toi. Ouais, c'est ça. Lui, il n'est pas illustrateur. Non, lui, il est plutôt businessman, il est... businessman avant l'heure. Logistique, ouais, c'est ça, voilà. C'est un gars qui est très chaud et... un bon sales. Voilà, c'est ça. Okay. Et en fait... il y a que des merdes parce que moi, je commence à... Bon, alors... Les trucs positifs qui sont trop bien, c'est comme je te disais avec Benoît dans le studio, moi je commence à shooter, je commence à prendre passion pour la photo. Donc ma marque Paradox, c'est pas juste, on va dire, une marque que les rappeurs portent et tout ça. J'essayais de trouver une identité visuelle forte. Et donc je me cassais le cul en photo, à faire des photos avec des concepts de fou, avec des trucs. Et j'améliorais. Ok, donc pareil en flottant, donc lui... Il investissait, c'est lui qui prenait les risques du capital. Lui, il a toujours pris les risques financiers. Du stock, ok, de la logistique. Toi, en gros, tu crées la marque, si je comprends bien. L'identité, les designs, les visuels, tout ça. Toujours pas de société, toujours rien. Rien. Ok. On travaille avec sa société. Paradox n'est pas rentable. Donc, ça sert juste à rembourser l'argent qu'il a investi avec le temps perdu, le matériel qu'on... Qu'est-ce qui est pas rentable? Parce que vous réinvestissez tout? Bah non, parce que le stock... Ouais. Il faut louer à un endroit. Ouais. Le site internet, ça coûte. Ouais. La main-d'œuvre pour réceptionner les caisses, les amener chez un truc. Les étiquettes, tous ces trucs, fait que quand tu achètes un t-shirt et que tu le revends 25 €, on le revendait 25 € à ce moment-là, c'est pas rentable. Donc c'est ça, donc en gros votre prix de vente ne couvrait pas tous les coûts de production plus les frais généraux, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis les coûts de personnel, c'était c'était lui, il avait une petite team de gens qui l'engageaient pour Waltex, donc sa boîte qui avait sur le côté, donc sa boîte principale. Et ces gens-là travaillaient pour Paradox aussi indirectement pour gérer tous les trucs de logistique. Ok. Et donc c'est un peu comme ça qu'on travaille au début. Et moi j'étais à fond en mode développer la marque, l'image, m'intéresser à la mode, essayer de comprendre. Parce qu'en fait moi j'ai suivi ça. C'est venu un peu. En fait le problème c'est que moi je faisais que des t-shirts et à un moment
il y a eu un up, ça devenait un peu la marque de Bruxelles, tout le monde en parlait et tout, et après il y a eu un down, tu vois. Donc ça, tu dis le up, le down, il est arrivé quand? Bah, le down, il est arrivé très vite. Un an après, 2019. 2019, Paradox, on s'en branle, quoi, tu vois. Ok. Donc toi, tu dis, ok, comment je fais pour qu'une marque devienne intemporelle et qu'elle reste dans le temps, qu'elle s'inscrive dans Exact. Ok. Moi, j'avais aucune idée. Il n'y a pas vraiment de bouquin. Non, c'est ça. Et en fait, en plus de ça, la vérité, c'est que je ne m'y connais absolument pas en la mode. Et j'en ai rien à cirer, tu vois. À ce moment-là, en tout cas. Putain, c'est fou. J'en ai rien à cirer. Qu'est-ce qui t'anime alors à ce moment-là? Voir mon dessin sur un t-shirt, sur quelqu'un dans la rue, tu vois. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Bah oui, Genre. Du coup, c'est ça aussi, cette beauté, j'imagine, qui fait que t'as cette niaque. C'est ça. Aujourd'hui, le truc qui donne qui me donne un coup de boost énorme, c'est quand je vois des gens avec mes vêtements. Et quand je vois des gens trop stylés qui, eux, s'y connaissent en mode et qui portent des vêtements à moi, c'est le Graal. Parce que moi, c'est bon, quoi, tu vois. Ça veut dire que je suis dedans, dans ma tête. Putain, j'en reviens pas que tu dises que t'en as rien à foutre de la mode. Parce que tu vois, je me préparais, je dis, ok, je vais avoir un. Tu vois, tu fais d'office un mini a priori, même si je fais l'exercice de pas. Tu vois, d'essayer de pas m'imaginer trop à quoi ressemble leur interview de la personne. Je me dis, voilà, designer, marque de fringues, artiste. Moi, je me suis dit, j'ai été voir sur le site, j'étais là, ok. La mode, c'est plutôt l'univers dans lequel j'ai grandi, en fait. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. C'est-à-dire que la plupart. J'ai un pote, Cyprien Delire, il me dit toujours, ouais, cette marque-là, machin, japonaise. Je connais jamais rien, tu vois, même des trucs que tout le monde connaît. Et en fait. Mais j'ai grandi dans des shootings photos. J'ai grandi, mon père a fait une chaussure pour femme de talons. Il a inventé une chaussure à talons qui a cartonné pendant un moment. Et il a inventé ce système de... En fait, il n'y a pas de talon, il n'y a pas de tige qui part du talon au sol. En fait, la chaussure flotte en l'air grâce à la fibre de carbone, en fait. Ok. Et bref, c'est un truc qui a... J'ai regardé. Ouais. C'est quoi le nom? Ça s'appelle la Strada. La Strada. Et après, ce concept a été copié pendant des années, mais en 2001, il a inventé la Strada, tu vois. Ok. Ça, c'est assez stylé. Je crois que même il avait eu il m'avait dit à l'époque qu'il avait eu un contrat avec Christian Louboutin, qui au final ne s'est jamais fait. Okay. Je pense que Christian Louboutin a juste regardé, il a dit bon, ce pays là, il a rien déposé et machin. Bon, on va reprendre son idée, on va le dégager de. Voilà, je crois que c'est ça qui s'est passé. Ok. Mais voilà, et là où j'en étais. Ouais, donc la mode, je m'en foutais un peu, mais par contre, j'avais grandi un peu là-dedans. Ma mère était mannequin quand elle était jeune, donc je regardais ses photos. J'ai toujours été sensible à la photo, tu vois, surtout la photo de mode. David Lachapelle, tu vois, Martine Parr, tu vois. Ça, non. Bah, c'est un photographe qui m'a énormément inspiré, mais sans forcément que je connaisse le nom ou sans forcément que tu vois, c'est vraiment des trucs, des photos que je voyais. Maintenant, je connais les noms, mais à ce moment-là, c'est des trucs qui me touchaient, mais je savais pas trop de quoi il s'agissait. C'est parce que, pour que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, j'invite vraiment à aller voir sur le site parce que, et sur ta page Insta, quand j'ai un peu fait les listes, j'étais là, ok, il y a un mode, il y a l'univers ranch américain, il y a. Il y a le côté, des fois, tu rentres dans les années 50-60, il y a un côté très rétro. En fait, si tu veux, moi, mes influences de toute mon enfance, c'est la musique et le cinéma, tu vois. J'ai grandi vraiment avec ces deux trucs-là. Mon père, musique, cinéma à fond, ma mère, pareil. Et donc, moi, les films et le rock, et tous ces trucs, même le rap, enfin, tous ces trucs-là, j'ai grandi avec ça, en fait. Ouais. Et donc, j'avais aussi ce truc, quand j'étais enfant, j'ai eu un peu ce questionnement, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire de la musique ou est-ce que je vais faire du dessin, tu vois? J'ai eu un peu cette balance, tu vois? Je faisais beaucoup de guitare, j'en fais toujours beaucoup, et je traîne beaucoup dans le milieu de la musique parce que j'ai beaucoup de potes musiciens, de mes anciens colocs qui sont devenus mes amis, et puis avec Paradox aussi maintenant, je me suis fait beaucoup de connexions, et en fait, la musique, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure chose, en fait, tu vois? Sauf que c'est pas la direction que j'ai prise à ce moment-là, tu vois. Et je suis très content de la direction que j'ai prise, mais dans la musique reste quand même, tu vois, genre... Un vecteur que tu ramènes dans ton monde. Ouais. Et donc, dans cette période-là, tu dis, ok, 2019, montée, descente, tu dis, ok, là, il faut que je crée une marque, cette identité. Qu'est-ce que tu fais? Là, je me souviens, en 2019, c'était la descente aux enfers. Et parce que ça n'allait pas, quoi. Alors il y a des trucs qui ont marché, tu vois, mais bon, sur un an, ça représente rien, tu vois. Puis Robin, il avait foi en moi, mais il disait il faut que tu fasses plus de trucs, il faut que tu trouves une bonne idée, parce que Robin, il pouvait pas m'aider, en fait, artistiquement, tu vois, il pouvait juste m'aider une fois qu'on développait le truc, donc quelque part il était un peu coincé lui aussi, quoi. Il était un peu moins attaché à Paradox parce qu'il avait son bébé de son côté qui était en train de grossir, et donc Paradox c'était moins important pour lui.
Je dis pas que c'était moins important, pas important, c'était très important, mais je veux dire, il savait si Paradox ça se cassait la gueule, c'était pas si grave, il y avait un autre truc. Ok. Moi, j'avais commencé à miser un peu là-dessus. Et en plus de ça, à ce moment-là, comme j'avais pas beaucoup d'expérience, ben, j'avoue que le côté un peu notoriété de la marque qui commençait à se faire connaître, bah, ça me plaisait, quoi, tu vois. Je comprends. Et donc, j'avais pas envie de laisser tomber, quoi. Et en fait, j'ai pris des vacances parce que j'ai un moment j'ai pété un câble et j'ai pris des vacances et je suis parti aux Philippines rejoindre mon pote Valentin que j'avais rencontré en Australie à l'usine là. Il me dit ouais Milan, ouais Milan parce qu'il vient du sud, il vient du sud-ouest. Ouais Milan, viens aux Philippines. J'ai une maison et tout. J'arrive aux Philippines, il me loge dans une petite bicoque. Mais c'est magnifique, hein, sur une petite île qui s'appelle Siargao, c'est le rêve. J'étais là pour 3 semaines, il m'a dit non, c'est 3 semaines minimum, tu peux pas partir moins, plus tu peux rester, mais moins que 3 semaines, ça sert à rien, il faut que tu te reposes et tout. Ok, je viens, Un pote comme ça. génial, on loue une moto, on fait les tours de l'île, et là je commence à décompresser total, tu vois, vraiment, là vraiment, genre, j'étais vraiment bien. J'arrivais même à retrouver un peu de l'inspiration, tu vois. J'avais perdu toute l'inspiration. En fait, j'avais perdu toute l'inspiration, vraiment. J'avais plus rien. Ça doit être tellement dur. Bah ouais, parce qu'en fait, Paradox, fuel. c'était ça. Avant ça, en fait, Paradox, j'y croyais. Enfin, j'y croyais toujours. J'ai toujours jamais cessé d'y croire, mais j'y croyais. Ça prenait pas, quoi, tu vois. Ça prenait pas. Et puis en plus, j'avais pas les armes que j'ai aujourd'hui. Donc dès que j'entendais des trucs sur mon dos ou des machins et tout, ça me détruisait, tu vois. Puis c'était dur, en fait. Et en plus, je me séparais de mon ex à ce moment-là. Donc c'était une relation assez longue. Et donc j'ai vraiment eu une transition un peu compliquée, tu vois. Tu mets le doigt sur un truc aussi important que je me suis déjà imaginé par rapport à ton art et ton identité. Pour un artiste, ça doit être challengeant de faire cette séparation-là parce que c'est une expression de toi-même, tu vois, quand tu dessines. Ouais, bien sûr. Et, et donc, bah, pareil, en coaching, moi, ce qui est très important, ce que je communique beaucoup, c'est qu'on n'est pas ses comportements, tu vois. On n'est pas ses actions, on est bien plus que ça, tu vois. Genre, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des conneries, mais tu vas rester une belle personne en soi, si je caricature, mais tu vas être un ami, tu vas être un amoureux, tu vas être... Ouais, bien sûr. Tu vois, tu vas être bien plus de ça. Mais dans le cadre des artistes, je me suis déjà imaginé comme... Mais il y a une vraie association des deux, quoi. Ouais. Et donc, je peux complètement m'imaginer. En plus, tu disais, bah, si tu refais le calcul, tu avais 25 ans. Ouais, exactement. Enfin, voilà, on n'est pas très vieux maintenant, mais bon, t'es quand même en construction. T'as pas toutes les armes de confiance en toi disponibles. Il y a un truc qui est ton bébé parce que tu vois peut-être une issue ou en tout cas un chemin vers une lumière, quoi. Une lumière, quoi. Après, je dis pas que t'étais non plus dans le son parce que la manière dont tu me décris ta vie, j'ai pas l'impression que tout était dark. Non, je sens qu'il y a un élan de. Ouais, voilà. Mais t'as raison, oui, c'est vrai. Bah, ça peut être une lumière parce qu'après, t'as des perceptions différentes. En tout cas, j'ai vu ça comme un truc du style. En fait, là, ça réunit tout. J'avais Paradox, j'avais mon moyen, comme je te disais, d'expression artistique. J'avais un pied dans la musique, mine de rien, tu vois, parce que je travaille avec des rappeurs et des machins. Et donc, en fait, j'ai eu un peu tout ce que je voulais. Mais il y a un truc que je savais pas, c'est que ça allait pas durer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, et tu peux le perdre. Et je peux le perdre. Et que ça tient, et qu'en fait, il y a d'autres marques qui commencent à naître, qui sont bouillantes. Et là où je voulais venir avant le côté marque bouillante, c'était comment tu fais pour te détacher de ce qu'on va penser de ton art sans le prendre personnellement. Enfin, là, on revient peut-être au côté le client toujours content, mais imaginons que tu fais une œuvre, elle n'est pas appréciée. Tu vois, qui dit on parlait sur ton dos, on commence. C'est arrivé plein de fois. J'ai fait plein de t-shirts flop, mais j'en ai très vite rigolé. Parce que Robin, il a ce truc de désamorcer en disant c'est normal, ton truc il est immonde. Moi, je l'aurais jamais acheté. Et là, on rigole. Et donc, en fait, ça casse, tu vois. Ça casse le truc. Je pense que ma mère était assez dure aussi dans ses retours sur mes travaux artistiques, rien que de l'école déjà, tu vois. Pas qu'elle est stricte et tout, hein, pas du tout stricte justement, tout l'inverse, mais comme elle était dans l'art et très sensible à ça, et je pense qu'elle a aussi toujours voulu être artiste et que le fait que son fils soit artiste, elle veut absolument faire attention qu'il fasse pas de la merde, parce que s'il a des mauvais goûts, ça craint. et donc elle était très donc elle a très vite été un peu cassante, un peu tu vois, un peu mais jamais d'une manière décourageante, hein, mais juste quoi.
Genre, ah, ta main, ton pouce, il est trop gros, regarde, on dirait, je sais pas, on dirait un pied de cochon, enfin, tu vois, des Je trucs. dirais le mien. Ouais, voilà. Ah, c'est vrai que t'as un gros J'ai pouce. des énormes mains. Ouais, voilà, elle dit, ouais, ton doigt, il est pas normal, ah, le nez, il est de travers, machin. Des énormes mains, j'exagère. En fait, dès que je faisais des dessins, d'une manière un peu sèche, elle me corrigeait. Mais ça veut pas dire. Mais je l'ai un peu. Moi, au début, je le percevais comme quelque chose du style ah ouais, c'est de la merde. Mais en fait, non. Et maintenant, si j'ai fait les trucs. En fait, il y a. Non, alors maintenant, je vais revenir un peu. Donc, j'avais un peu ce bouclier où je pouvais me dire bah non, je m'en fous en fait. Et si les gens ils disaient que c'était de la merde. Non, je savais que c'était pas de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'arrivais. Pour moi, ce que je comprends, c'est que t'arrives à faire une séparation. Ok, on peut critiquer potentiellement mon art, mais je ne m'associe pas à la critique à moi. Ouais. Ou même si quelqu'un critique mon art, moi, je peux accepter que il a un avis et que moi, je considère que ce que j'ai fait est bien. Ouais, c'est ça. Je savais ce que j'avais fait. En tout cas, à partir du moment où je suis fier de moi, Hmm. je suis OK. Parce que si je suis fier de moi, ça veut dire que j'étais un peu plus loin que ce que je pensais pouvoir faire. Ok. Donc je me suis dépassé quelque part. Et donc si quelqu'un dit j'aime pas, bah moi ça va pas me faire grand chose à ce moment-là, tu vois. Ok. Et ça a toujours été comme ça. Parce que ça me fait mal à partir du moment où je me dépasse pas et quelqu'un me dit c'est de la merde. Parce que là, j'ai l'impression que c'est ce que je fais. Ouais. Et donc j'ai pas moi, je suis pas fier de moi et quelqu'un vient pour me le dire. Ah Ouais, tiens, force. regarde. T'as Ouais, des raisons. ouais, T'as des raisons de la merde. tu vois. Tu pars aux Philippines, tu pars Ouais. 3 semaines, 25 ans, tu reprends ta Ouais. décompresse, tu disais que tu étais vide aussi d'intuition, Ouais. de ton art. Alors, je venais de rencontrer en plus de ça la femme avec qui je suis aujourd'hui, Ok. qui est la femme de ma vie, tu vois. Mais c'était le tout début. Donc on s'était un peu rencontrés, puis très vite je suis parti aux Philippines et je savais pas si j'allais rester avec elle ou pas. Et donc j'étais vraiment un peu perdu dans ma tête, je savais pas trop où j'allais. Et les Philippines m'ont fait du bien, parce que ça m'a permis de garder contact avec elle déjà pendant 3 semaines, tu Les vois. Philippines m'ont fait du bien. Je suis parti loin, mais ça m'a permis de garder contact avec elle. C'est Ouais, marrant, parce qu'on pourrait se dire, reste à Bruxelles alors, garde contact avec elle. bah Mais je trouve ouais, ça marrant. j'avais déjà prévu mes vacances. Oui, Tu mais vois. je trouve ça marrant la manière dont tu l'exprimes. Ouais. Que c'était l'occasion de garder contact avec elle, de partir aux Philippines. Non, mais c'était un bon test en fait. Ouais. En fait, c'était un bon truc de. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu ce feeling que il y avait un truc en plus, quoi, tu vois. Et je crois que j'en avais besoin à ce moment-là parce que j'étais en train de tourner la page avec mon ex et que j'étais dans une période avec Paradox qui était assez compliquée. Donc ton fameux faut toucher le fond. Pour, Ouais, exact, ouais, c'est ça. Et elle était tellement fascinée un peu En fait, elle me montrait un miroir de ce que j'étais. Moi, je pensais que j'étais une merde et elle me faisait comprendre qu'en fait, pas du tout. Et donc, je suis parti et voilà, avec Valentin, il y avait 2-3 potes à nous qui étaient là, des Philippines aussi. C'était génial, et c'était trop bien, tu vois. Et en fait, la première semaine, j'ai rien fait. Et la deuxième semaine, j'ai commencé à prendre mon carnet et j'ai commencé à dessiner. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, je dessinais, je posais. En fait, je commençais à avoir de l'inspi qui montait, qui montait. En fait, ça ne s'arrêtait pas. Et donc, j'ai fait plein de dessins et tout. Et je pensais même plus à Paradox. Je pensais pas à Paradox, je faisais pas les dessins pour ça, je faisais juste des dessins comme ça. Et à un moment, ouais, j'ai un pote qui était sur le canapé, non, sur le transat, là, et il dit putain, mon père m'a envoyé un article, il y a un virus en Chine qui est en train de tuer tout le monde. Et il dit ça, tu vois. Et je suis là, quoi? Moi, en plus, je suis hypochondriaque, donc le mec, il m'envoie un teaser de film d'horreur total, tu vois. Et là, je regarde l'article et je vois, ouais, un virus qui tue des gens. Là, cet article-là, c'était au tout début, c'est genre virus qui tue la Chine, en gros. Et moi, je réfléchis, je dis, ok, la Chine, avion, le monde entier, virus, le monde entier. Dans ma tête, c'était, Direct. si un virus qui tue la Chine, c'est des milliards de personnes, c'est le pays le plus peuplé du monde, C'est foutu. c'est foutu en fait. À la limite, tu me dis c'est le Luxembourg, je dis bon, il y a moyen de, tu vois, là il y a moyen de neutraliser le truc, mais la Chine c'est mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se rendent compte que le virus il est en Chine, il est déjà partout. Le temps que les mecs ils voyagent. Parce qu'on est tous passés par ces réflexions-là, mais toi tu me dis c'est instinctivement, c'est ce que. Instinctivement, le premier truc que je me dis c'est on est dans la merde, vraiment. Ok. Et donc là, à partir de la deuxième semaine, mon voyage commence à prendre un autre tournant parce qu'il y a un truc qui commence à s'installer aux Philippines aussi. On est près de la Chine. Nous, on prend l'avion pour aller sur une autre île un moment. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont des masques et tout ça. Et il y a un truc un peu anxiogène qui s'installe. On nous arrête, on nous dit de faire un test de salivaire. On nous met des masques. Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe.
Et moi, je vois un scénario de film apocalyptique, tu vois. Et donc, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Et bref, sur un transat, quand on arrive sur la plage, bref, sur une autre île et tout, on se pose et là, je dessine un couple qui s'embrasse avec un masque, tu vois. J'avais déjà vu cette image quelque part, je crois, pour un truc d'Hiroshima ou je sais pas, pour une campagne, une pub, tu vois, des années 40 ou je sais pas quoi. Et en fait, je me dis, putain, mais c'est hyper fort ce truc, ça déchire. Et donc, je dessine ça, hop, puis je dessine 1000 trucs, je me disais, puis je rentre. Tu rentres, on est en 2020. Ouais. Juste avant, j'imagine. 2020, janvier 2020. Ouais, ça, avant le lockdown, 2 mois Ouais, avant le lockdown. ouais, c'est ça. Janvier 2020, je rentre, je vois Sacha, je suis content de la voir. Sacha, c'est ta femme, ouais, enfin ta copine. Ouais, exact. Ma copine à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et enfin, ma nouvelle copine, quoi. Ouais. On se voit, on est content de se voir et tout. Et puis, en fait, très vite, le travail reprend. Et Mais pas là, pour longtemps. alors quoi? Mais pas pour longtemps. Non. Mais attends, parce que là, je te rappelle que je suis dans un down total. C'est vrai. Là, je suis vraiment Et en fait, Robin, on a un call ensemble et on se dit, bon, voilà, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Paradoxe, ça rapporte rien, ça avance pas, il y a rien et tout. Et il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, j'ai bien une idée de t-shirt et dis-moi ce que t'en penses. Je lui envoie le t-shirt que j'avais vectorisé, je l'avais mis en couleur, je l'avais mis sur un t-shirt et tout ça, le dessin. Et il me dit, mais ça déchire ça. Je dis, ah, ok, trop bien. Il fait, vas-y, on lance ça. Je lance 500 pièces et je suis sûr que ça va cartonner, tu vois. Je sais pas, il a eu un feeling avec ça, tu vois. Donc on lance blindé de pièces. Je sais pas pourquoi, moi je le suis, je dis, on y va, tu vois. Ouais, c'est lui qui finance. Ouais, c'est lui qui finance, mais bon, après, tu vois, comme on vendait rien, aujourd'hui, j'aurais dit, attends, non, 500 pièces, non, peut-être qu'on va en faire moins, on va faire 100 pièces pour commencer, puis on va voir si après on. Parce que là, si on fait une photo à ce moment-là, vous aviez vendu combien de pièces Paradoxe tout On avait vendu blindé de trucs, je sais pas dire. Mais plus de 500 quand même. Ah ouais, non, à ce mais moment-là, ça faisait 2 ans que la marque existait et on avait vendu plein de trucs. Ok. Mais Ça reste quand même un gros lot. ouais, 500, mais pour 500, un, ça. Ah ouais, c'est énorme. c'est énorme. Bon, on aurait été plus malin, enfin, si on avait été malin, on aurait fait 4 t-shirts et on aurait fait, 5 t-shirts, on aurait fait 100 de chaque, tu vois. Donc, Enfin, bref. tu lances. On lance et en fait, quand on lance, c'est en production, donc il faut savoir que les productions, c'est 1, 2, 3 mois de production en fonction du produit. Là, c'était 2 mois. Et ben, quand on lance, le coronavirus, il s'installe dans le monde. Et en fait, on se dit, putain, mais on va pas lancer un truc avec un masque. Les gens, ils vont se dire qu'en fait, on surfe sur une vague. C'est la première chose qui m'est venue quand tu commençais à m'expliquer. Exact. Putain, mais... On surfe sur une vague. C'est très mauvais, tu vois. Et en fait, là, le truc, c'est que je dis à Rob, bon, parce que moi, de base, le truc de coronavirus, enfin, le truc du couple du masque, je l'ai pas dessiné parce que... T'anticipais tout ce qui allait... Non, je l'ai dessiné parce que je voyais des gens, parce que moi, à ce moment-là, c'était au tout début janvier, je voyais des gens dans l'aéroport qui couraient avec leur masque, et ça m'a foutu un truc anxiogène. Et donc, j'ai dessiné ce truc pour l'amour, pour résumer un truc un peu... comment dire T'as vu, je me prends pour un interprète de ton art. Ouais, non, mais c'est pas mal. Mais tu vois, genre, un couple qui s'embrasse avec un masque, il y a un truc un peu anxiogène c'est un peu... Tu sais, c'est paradoxal, en fait. C'est vraiment... Mais oui, c'est ça. Non, mais vraiment. Tu n'as pas le plaisir du... Quoi, nos vies sont résumées à ça, en fait. Porter des masques et du coup, ne pas voir nos visages et s'embrasser avec. Enfin, j'aimais bien cette espèce d'image, quoi. Ça me parlait. Et donc, je dis, putain, et là, tu sais, genre... Tu sais, le truc où tu te rends compte que tu as fait une boulette, tu as 500 t-shirts qui vont arriver, tu as une boule au ventre qui s'installe, tu es là, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Puis Robin me rappelle et il me dit, j'ai une idée. Je dis, ok. Il me dit, en fait, on va faire un don aux hôpitaux. Tous les bénéfices des t-shirts, on va les donner aux hôpitaux. Et après, on arrête Paradoxe. Comme ça, au moins, on n'aura pas perdu d'argent. Et voilà. Putain. Et moi, je dis, ah putain, bonne idée et tout. Et en fait, plus que bonne idée, parce qu'en fait, le Covid s'installe, le lockdown, et en fait, au moment du lockdown, on reçoit les t-shirts. Je lance le truc. Parce qu'il y a toutes ces crises d'hôpitaux directes, tu vois. Très, très vite, les crises d'hôpitaux. Avant même le lockdown, il y avait les crises d'hôpitaux. Lockdown, 3 jours plus tard, on envoie la sauce. Et là, c'est l'explosion totale. C'est-à-dire que, si je peux donner un ordre d'idée, pendant un mois, on faisait 15 000 € de t-shirts par jour de vente. Donc, en fait, on vendait des t-shirts, on ouvrait notre site, on ouvrait les vannes, et on laissait tourner. Et Robin, moi, il était à Bruxelles, moi, j'étais à la campagne. Et 15 000 par jour. 15 000 € par jour. Pendant un mois. Pendant un mois, ouais. Et genre, Robin a géré la logistique, mais comme un dieu, tu vois.
Quand je te dis, on était au début, on était à 0, hein, tu vois. Et en un coup, explosion, mais Là, totale. tu fais 500 000 € de chiffre d'affaires faisais- sur le mois, quoi. Ouais, c'était énorme. Tu passes de rien, enfin, ou des petites vagues, Mais on a fait un où t'es à chiffre. 2 doigts d'arrêter le projet, Exact. à plusieurs centaines de milliers d'euros sur un mois de chiffre d'affaires. C'était énorme. Et en fait, mais bon, nous, on renversait tous les bénéfices Oui, à voilà. mais tu te dis, ok, j'ai quand même fait un truc, il y a une certaine traction. Exact. Donc, on a renversé plein d'argent aux associations, tu vois. Parce que, juste pour revenir, parce que là, je fais un lien avec, tu parlais de ta rentabilité, au début, c'était pas rentable. Là, du coup, quand même, vous aviez un modèle Ouais. tel que vous dégagiez une marge qui Ouais. n'était du coup pas à votre bénéfice à vous. Non, mais qui en était une plus, on n'avait même pas encore la boîte Paradoxe. C'est-à-dire que c'est encore sur la boîte de Robin. Donc, c'était un bordel. Et t'as une idée sur combien on était reversé aux hôpitaux? Je sais plus. On C'est est- Robin qui s'occupait de ça, mais je me souviens qu'on avait fait un rendez-vous et tout ça, mais on avait remboursé. En plus, pour la drôle d'histoire, on avait reversé à une association, et en fait, on a appris après qu'une fois que tu verses l'argent, l'association ne va pas aux hôpitaux, elle va là où l'association décide de mettre l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très C'est l'association, c'est une des associations qui reverse aussi aux hôpitaux. Et en fait, moi, je me suis dit, on est trop con. En fait, on aurait dû reverser aux hôpitaux direct. quoi, ouais. Ouais, et en fait, on aurait dû faire ça. Et sincèrement, tu vois. J'y ai repensé quelques années plus tard, je me suis dit, putain, c'est trop con, en fait, on aurait dû faire ça. Bref. Mais bon, encore une fois, tu vois, nous, on voulait juste sauver notre boîte de base. Donc, tu vois. Putain, c'est fou le. Sauver notre. Enfin, t'es perdu, tu vois quelque chose, tu dis génial, puis tu dis en fait, quelle idée de merde. Ouais, non, mais. Puis tu dis, ah, mais j'ai trouvé une solution qui. Mais Robin, Puis- tu vois. Ouais, ouais. En fait, là, il y a eu un truc d'équipe total. C'est-à-dire que, et c'est arrivé souvent, que je fasse un truc artistique, qu'il y ait une merde à cause de ça. Robin a une idée, genre de com ou de je sais pas quoi, hop, pour sauver la merde, et hop, là, ça remonte. Et donc là, je souffle, moi, tu vois, parce que déjà, bah, je suis angoissé, parce que c'est le Covid, tu vois, donc moi, je suis un hypochondriaque, donc j'étais pas bien. En plus de ça, j'aime bien les terrasses, j'aime bien sortir, j'aime bien voir mes amis et tout. Là, bah, pas moyen. Ouais. Mais Tu bon. vivais seul? Ouais, non, je vivais en coloc à ce moment-là, mais j'étais parti à la campagne avec ma copine, et on a appris à se connaître là, et c'était génial. Tu dessines, enfin, soit de Covid. Et là, en fait, il y a un truc qui se passe. Et c'est toujours pas très bien à cette période-là. Hein, tu vois, j'étais content pour Paradoxe, mais en même temps, il y avait un truc. J'ai eu un réflexe de débutant, vraiment. Je pense que j'en aurai encore plein de réflexes de débutant, mais là, j'ai eu le réflexe de c'est bon. Tu vois, ah, c'est bon, on a percé en fait. Tu vois, avec le chiffre qu'on faisait, je me disais c'est bon, tu vois. Ouais. Plus rien à faire. Même Voilà. si ça descend, ça sera un truc. Ok. Et moi, j'étais en mode, vas-y, on s'en fout. Après un mois, vas-y, on arrête de faire le t-shirt. Robin était là, viens, on le met dans plusieurs couleurs, on fait des versions différentes. Que des bonnes idées. Moi, non, je veux rien, tu vois. On laisse juste le t-shirt, on fait juste le t-shirt. En mode. Lui disait, Genre- viens, on fait un pull. Viens, on fait avec le visuel. Viens, on fait tout un site avec plein de modèles différents. Comme ça, les gens, ils choisissent. J'étais là, non, j'ai pas trop envie de le mettre en avant, ce truc. Ça me rappelle une mauvaise période et tout ça. Je sais pas, j'étais dans une sorte de déni en me disant, si je vais faire autre chose, ça va marcher aussi, quoi, tu vois. Quand tu dis autre chose, une autre illustration, quoi. Ouais, c'est ça, je pensais qu'on avait percé, tu vois, c'était bon, quoi. Non, mais tu vois, on est passé de. Je crois qu'on avait. Ouais, on est passé de peut-être 10 000 à 25 000 followers, quoi, tu vois, en une semaine ou deux, tu vois, donc ça a été super vite. Bon, ben voilà. Et moi, je sais pas, j'avais un peu la grosse tête, quoi, tu vois. Ok. C'est pas que j'avais la grosse tête, mais j'étais blasé un peu, tu vois, j'étais un peu blasé. Ok. J'étais un peu en mode, c'est bon, le succès. Allez. Alors que dalle, hein, tu vois, zéro, tu vois. La vérité, c'est qu'il n'y a rien. Et donc après, ce truc passe, on continue à en vendre. Donc là, on est content parce qu'à la fin, Robin et moi, on a pu se mettre un petit billet, un petit billet chacun, tu vois, avec toute cette histoire. Ça nous a permis. Toujours sa société, et toi, tu. Ouais, Smart. ouais, on a fait. Non, j'étais déjà chez Artisium à ce moment-là. Artisium, c'est ce qu'expliquait. C'est le même truc que là. C'est l'équivalent, mais c'est plus restreint. Vous êtes genre 150, ça. Ouais, c'est ça. C'est l'optimisation fiscale. Ok. Avec plus d'options pour les droits d'auteur, mais c'est toujours la même idée. Oui, sauf non. Tu m'expliquais que t'es pas spécialement employé d'Artisium. Non. Mais tu fais partie des coopérateurs. T'es coopérateur et en gros, tu te verses un salaire mensuel. Et donc là, ce truc-là cartonne. Et puis maintenant, moi, je fais d'autres designs, je fais d'autres trucs. J'ai envie d'évoluer dans une autre direction. Non, tu dis, t'es chez Artisium, tu dis, toi, justement, tu dis fuck à tout. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup. Mais en fait, au lieu de développer ce truc du masque, en fait, je le laisse un peu s'endormir, tu vois. Et j'essaie de développer d'autres trucs. En fait, tu essaies de choisir une autre ligne que le masque plutôt que de prendre un truc qui fonctionne. Ouais, ça. J'ai pas capitalisé sur ce qui fonctionnait. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'aurais dit, c'est
Bah, d'ailleurs, on l'a fait avec les écharpes l'an dernier quand ça a cartonné. On avait fait des écharpes bleues. J'ai dit, on va faire des vertes, des rouges, on va faire tout. Les écharpes avec le boulet. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, j'ai regardé. D'ailleurs, le nom, c'est quoi en français la traduction? C'est Un fléau. d'armes. Un fléau, ouais. Ouais. J'avais oublié le terme. Un Guten Tag en allemand. Ouais, donc pour ceux qui imaginent, il faut imaginer une sorte de boulet clouté. Avec une chaîne. Une chaîne qui est tenue en manche en bois comme ça. Ouais. Mais voilà, et en fait, on est sorti de cette période, et Paradox commençait en fait à se former vraiment, tu vois, parce que là, moi, j'avais d'autres idées, j'avais repris T'avais le feu, quoi. J'avais repris le feu totalement, tu vois. Robin avait était rassuré par rapport au fait que ça pouvait marcher. Moi, j'étais rassuré au fait que ça devait continuer. Et donc là, on a commencé à développer, et c'est là que j'ai commencé aussi à plus travailler avec des musiciens pour leur filer des sapes, faire des photos plus artistiques, aller plus loin que juste un t-shirt, tester des nouveaux vêtements, tester on a fait des pop-up, on a commencé à faire tous ces trucs-là. Et en fait, je me souviens que Vedette nous avait approché pour faire une collab. Ouais. C'était le t-shirt Love. Mm-hmm. Et Anderlecht aussi. Ouais. En 2021, je dirais. En gros, en 2021, avec Robin, on décide d'ouvrir la société Paradox parce que ça devient trop compliqué. Ouais, big step. Et en fait, hyper important parce que ça m'a donné un kick. Parce que toujours travailler sur la société de Robin, j'avais l'impression de ne pas posséder quelque chose. J'avais l'impression de travailler au service de quelque chose, tu vois. Pas au service de Robin, pas du tout, mais j'avais l'impression que, je sais pas, c'était pas chez moi, quoi. C'était pas mon truc. Et là, quand on a fait la société à deux, ça nous a permis d'avoir cette structure sur le côté. On a commencé à structurer petit à petit et faire des dessins, des pop-up, des dessins. Comment tu trouves un pop-up? Donc tu veux trouver un lieu? Tu trouves un local, tu loues le lieu et tu t'installes comme tu peux, tous tes vêtements, puis tu vois un peu ce que ça donne. Et en fait, ça, c'est pas mal parce que, bon, tu perds de l'argent si tu vends mal. En général, ça, c'est pas très très rentable, sauf si ça cartonne, mais au début, c'est vraiment pour voir un peu c'est quoi ta marque en fait, tu vois. Parce que ce qui est hyper important, c'est quoi ta marque? Comment les gens vont l'apercevoir? Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu la vois d'une certaine manière parce que tu es dedans. Mais en fait, tu n'as aucune idée de à quoi elle ressemble ta marque vu que tu es en plein dedans. C'est comme quand tu tournes un film. Et ben à un moment, il faut que tu regardes le film. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le regardes pas, tu sais pas à quoi il ressemble le film. Okay. Tu vois? Et ben là, c'est un peu le cas. Okay. Et donc, on fait des pop-up. Et là, je commence un peu à donner une direction à la marque. J'aime bien ça, j'aime bien le béton. Ça me rappelle le garage de mon père, les ateliers, les matériaux. Ok, j'aime bien les trucs comme ça. J'aime bien les lettres gothiques, par exemple. Ça me rappelle, je sais pas, les albums de métal que j'écoutais quand j'étais petit. J'aime bien ci, j'aime bien ça. Et je commence un peu à trouver un peu mon chemin et à affiner le truc. Et je vois que ça plaît. Même si j'ai l'impression que ça va pas plaire, je vois que ça plaît. Je sors un t-shirt avec le briquet, tu vois. Mm-hmm. C'est un t-shirt qui est un de nos plus gros vendus, en fait. J'ai vite fait, je crois que je tombais hier sur son... Des heures et des heures de... Des heures de design. Ouais, des heures de dessin. Ouais, mais c'est génial. Oui, je peux imaginer. Mais c'est pas du travail, c'est du bonheur. Et ça, je l'avais dessiné en été et je me dis, vas-y, génial, c'est trop bien, je sors ça. Et après, des concepts. Je veux refaire un film. On a fait pour Halloween, on a fait une vidéo, une sorte de bande-annonce des années 80. On a fait des cassettes Paradox, on a fait des bagues, on a fait des trucs. Et en fait, je me suis dit, je vais me laisser aller totalement dans ma créativité. Je vais vraiment mettre zéro limite. Tout ce que j'aime bien faire, je le fais. Et donc, il y a eu des trucs qui ont floppé total, mais il y a des trucs qui ont marché. Qu'est-ce qui a floppé? Je sais plus, mais bon, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai sortis et en fait, ça n'a pas marché. Et puis, en fait, au fur et à mesure, comme ça, on commence à se structurer et on commence à être un peu connu dans Bruxelles. Et donc, on a toujours que le site internet, donc ça ne vend pas des masses, mais voilà. Et moi, je suis bouillant. Et en 2022, il y a Vedette qui revient. On fait un pop-up, en fait, au Sablon. Et là, ça cartonne. On ramène blindé de gens et tout. Et c'est vraiment le premier... Vedette... Non, juste... après le pop-up, en fait, on fait ce pop-up. Une semaine, on vend... Je crois qu'on avait fait 10 000 € sur la semaine, tu vois, ce qui est quand même... Ouais, ce qui est beaucoup. Et donc, moi, j'étais hyper content, Robin aussi. On se dit, allez, on va aller à Biarritz après pour faire un pop-up à Biarritz, parce qu'on avait un contact. Ouais, j'ai vu Paradox de Biarritz, j'ai vu des photos de ça. Ça, c'était quelques années après, plus tard, mais on était déjà chaud, donc on a fait un aller-retour. Et à ce moment-là, Vedette nous contacte et nous dit, ouais, nous, on est toujours chaud de faire une collab avec vous, est-ce que ça vous dit et tout. Et on dit, ouais, ok, là, je pense qu'on est chaud, quoi.
Et donc là, on fait ce truc, je travaille sur des designs, j'ai des trop bonnes idées. En même temps, on était en train de faire un pop-up à Marseille, on avait loué un local, et donc on était trop contents. Et donc là, je travaille sur les modèles vedettes, j'envoie, ils adorent, on lance la production, puis après je dis, il faut du budget pour faire... il faut que on fasse une pub. En fait, il faut qu'on fasse une vidéo et tout ça. Il faut que vous donniez du budget. Ah non, on n'a pas de budget. Il faut du budget. Vous avez combien? On a 1500 euros. Ok. Je rappelle 2 jours plus tard. Vous avez combien? On t'a déjà dit, non, il faut 5000 euros. Et après, non, on n'a pas 5000 euros. Je fais. Alors, je leur fais un mood board, je leur fais des dessins, je leur montre toute l'histoire et tout ça. Et ils me disent, ah, c'est trop bien quand même. Et tout. Il faut qu'on le fasse. 5000 euros, s'il vous plaît. Et tout. Ok, 5000 euros, boum. Puis après, je dis, il faut qu'on fasse un event. Il faut qu'on fasse un event au Belga, c'est sûr, c'est Bruxelles, vous êtes sponsorisé, c'est le plus gros bar de Bruxelles, il faut absolument faire un truc là-bas. Ouais, non, c'est chaud le Belga et tout. J'en parle à Arnaud du Belga, que je connaissais un peu à ce moment-là. Et je lui propose l'idée, il me dit, ouais, franchement. C'était le gérant, lui? Ouais, c'était le gérant. Ok. Et je lui explique mon projet, quoi. Je lui dis, voilà, j'aimerais bien avec Vedette faire une collab et de faire, en gros, l'idée, c'est un festival avec des concerts et en fait, des vedettes gratuites pour tout le monde. Et on fait un stand de Paradox dans la partie gauche là. Il me dit ouais mais c'est quoi ton casting et tout. À ce moment-là je faisais un clip pour Primero donc j'étais pas bien payé donc j'arrive à voir avec la brique, je leur dis bon les gars je fais un event là, il me faut l'heure du commun machin et tout. Ouais ok il y a moyen et tout. Moi j'ai mon pote DI qui fait du son avec Absolem qui démarrait à ce moment-là. Absolem, c'est un rappeur de Bruxelles. C'est ça DI. Un DI, ok. DI qui produit, c'est mon meilleur ami d'enfance, et il produit des instrus pour Cabage, Anjas, okay. même d'énormes artistes. Ouais, et j'arrive en fait à faire un truc du style, je dis à quelqu'un il y a ça, ouais. Et à l'autre je lui dis, lui il a dit qu'il y avait ça. Et donc j'arrive à créer un accord comme ça, et là je me dis mais c'est puissant, j'arrive à faire ça. Et donc j'y vais mais à fond quoi, tu vois. Tu sais que, parce que là l'histoire s'est bien déroulée, on a une autre story, il y a un domino qui tombe, et on est dans Fire Festival sur Netflix. Oui, totalement. Bon, Total, oui. L'échelle, mais... on a ramené plein de gens, donc c'était trop bien. Mais c'est vrai, comme je te dis, à ce moment-là, on est dans le même truc que j'ai pas du tout peur que ça se casse la gueule, parce que je crois pas que ça va se casser la gueule. Mais je suis par contre hyper aligné que c'est parce que tu as cette mentalité-là que tu es aussi dans une prophétie autoréalisatrice, en fait. Parce qu'en fait, s'il y avait eu une merde, t'aurais pas laissé le domino tomber, t'aurais dit oh, t'inquiète, t'aurais rafistolé, t'aurais retrouvé un autre truc. Non, mais je trouve une solution. C'est ça. Ok. Et donc j'arrive vraiment, et en fait c'est hyper important dans la partie de Paradox parce que il y a eu un avant et un après ce moment-là. Ok. Tu vois. Donc en fait, Paradox à ce moment-là, on rapportait pas beaucoup d'argent, tu vois. Et en fait cette collab vedette, donc je continue avec cet événement. Je vois que Vedette est prêt à mettre de l'argent, vu qu'ils mettent 5000 euros pour la vidéo. Ce qui n'est pas énorme, mais quand même, c'est bien pour faire une bonne vidéo. On réalise un truc de fou, ils adorent. Ah non, je confonds avec celle de Péconic. Non, mais je crois que la vidéo, je suis tombé sur le site. C'est dans un bar. Ouais, c'est une bière qui explose. Ouais, c'est une bière. En fait, le concept, c'était un loser dans un bar et tout le monde se moque un peu de lui. Et puis, il reçoit la bière qu'il a commandée. Et quand il l'ouvre, elle lui explose à la gueule. Et en fait, il se transforme en quelqu'un de trop stylé en un coup. C'est Martin Merkenbaum, ouais, exact. Votre acteur, mais il est dans plein de... Ouais, c'est un de mes tout mon pote. Ah, ok. Ouais, c'est un super... Solvay, ok. De loin, mais j'ai jamais vraiment... Enfin, c'est pas un ami, je crois qu'on s'est dit bonjour une ou deux fois, quoi, mais je voyais sa tête et je me suis dit, ok, c'est un peu léger. Mais c'est devenu un super ami. C'était de base de Paradox, et puis c'est devenu un ami... au début, il posait pour mes photos, et après, c'est devenu un super pote, quoi. Ok. Et un très cher ami. Et... en fait, et où est-ce que j'en étais? Ouais, et donc ce truc de Belga, et donc j'arrive à avoir plein d'artistes. Donc artistes, Belgago. J'arrive même à avoir un membre de Chinese Man que j'avais rencontré à Marseille, et au pop-up, qui était venu par hasard au pop-up à Marseille, qui me dit c'est bien ce que tu fais et tout. Et on parle, on boit une bière ensemble et tout, et il me dit à la fin de la conversation qu'il a un groupe qui c'est Chinese Man, et moi je connaissais depuis longtemps, tu vois, j'étais là putain, Chinese Man c'est énorme et tout. Et bref, on garde contact avec ce mec. En plus, une pote à moi, Isadora, commençait à bosser avec lui, donc il y avait une connexion. Okay. Et donc je l'invite à venir au Belga. J'ai un pote à moi qui a un magnifique appart, je lui dis il faut que tu lui prêtes son appart gratos parce que je peux pas le loger dans un hôtel, j'ai pas la thune. Donc prête-moi l'appart, comme ça quand il arrive, il est là waouh, trop bien à Bruxelles machin. Et toi, dors chez moi, enfin, débrouille-toi, quoi. Enfin, débrouille-moi, quoi, tu vois. Et donc, je dis à Chinese Man, je dis, ouais, viens, t'inquiète, t'es logé, nourri, machin, et tout, t'es bien, et tout. J'arrive, je le cherche à l'aéroport, je le mets hyper bien dans la...
Et en fait, donc tout se passe bien. L'event, ça cartonne. En fait, ça cartonne, mais vraiment hardcore. Il y avait, je crois, 1500 personnes. Enfin, je sais pas combien il y avait de personnes. Et En fait. qui finançait quoi? Donc Vedette, en gros, toutes les... Ouais, toutes les... j'ai montré le plan à Vedette. Une fois que tout le monde avait dit OK, il n'y avait encore rien lancé. Donc, les concerts, la scène. T'as eu Chinese Mind, t'as eu Primero, t'as eu le Belga dans la boîte. Ouais, j'ai eu tout le monde. Ouais. Ok. J'ai fait un devis et j'ai dit à Vedette, voilà, il faut mettre ça. En fait, C'était combien? Parce que tu devais payer les artistes, j'imagine, ils sont pas tous des artistes. pas tant, je crois que c'était. Ça devait pas être plus de 10 000 balles, je crois. Ok. Mais bon, ils ont Y été. compris tout. Vedette, ils ont été extraordinaires avec nous. Hein. Ils nous ont été carte blanche. Ils ont cru au projet, tu vois. Ça n'est plus arrivé à un truc comme ça après. Genre, Tu veux dire dans ton expérience là depuis 4 ans? ouais, Ouais. il y a plus de. Je dis un truc, C'est comme ok, tu vois. ça. Ok. Ça a plus été aussi facile. Pour le moment. Pour le moment, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais. Et donc, c'était un événement de malade, en fait. Et c'était génial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tôt, Robin et moi, on avait trouvé un magasin dans la rue du Marché au Charbon qui était à remettre, en plein centre-ville, à remettre. Et ça faisait quelques mois que je disais à Robin, ce serait cool qu'on ait une boutique, Et en fait, je passe devant et je lui envoie une photo. Il fait, ouais, j'avoue, c'est pas mal et tout. J'appelle le gars, je fais un rendez-vous, on va voir. Je connaissais le magasin parce que c'était à côté d'un autre magasin que je connaissais. Donc, je voyais déjà le lieu, je voyais comment c'était. C'était pas rien pour moi, tu vois. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Puis ce que je comprends, c'est que dans ta maturité aussi, quand on fait tout le trajet de 2016 à maintenant, du coup, il a ouvert en 2023, c'est que là, tu avais compris ta patte. Tu disais, j'aime bien. Ouais, là, la paradoxe, ça ressemblait à quelque chose. Ouais. On avait fait suffisamment de pop-up pour avoir une direction artistique. Je savais à quoi ressemblait mon magasin si je faisais un magasin. Ouais. Pour l'instant, je n'en avais pas. Mais en attendant, il y avait ce truc avec Vedette qui était en train de se mettre en place. Vedette, c'est quand même une des plus grosses marques de bière belges, tu vois. Ils ont bien réussi leur rebranding, je trouve. Ouais, à fond. De ouf. C'est Duvel, tu vois. Ouais. Donc c'est énorme. Ouais. Moi, c'était la collab de l'année, en fait, parce que j'étais là. Mais en fait, on fait une collab avec Vedette. C'est énorme, en fait. C'est génial. Je veux pas faire un petit truc, je fais un truc énorme. Parce que sinon, ça va flopper et ça va pas être bien. Donc voilà. Puis il y a ce truc de magasin derrière où Robin, il me dit, ouais, ça peut être pas mal, quoi, tu vois. Est-ce que tu crois que tu es prêt au niveau des vêtements? Est-ce que on va savoir gérer? Je fais, écoute, on l'attend, on teste, on va voir. On rencontre les gars, les proprios, enfin les gens qui remettent le bien. Il y avait un pas de porte. Ouais. Je crois que c'était 20 000 €, ce qui n'était pas énorme pour un magasin. Donc pas de porte, faut imaginer que tu vas payer un prix pour en plus du loyer. Ouais. Fixe. Ouais, c'est ça. Pour en gros pouvoir t'approprier le. C'est le fonds de commerce. Fonds de commerce, ouais, mais donc le lieu. Mais donc t'avais souvent. Le fonds de commerce, souvent, je trouve que ça va avec toute une série d'actifs. Tu vois, quand tu prends un restaurant, ouais. Tu vas avec toutes les tables et tout. Je sais pas s'il y avait des trucs dans le. Bah oui, là c'était un peu ça, quoi. Il y avait une déco, ils avaient laissé le truc. Mais moi j'ai tout déglingué. Parce que des fois, le pas de porte, il y a même, surtout à Paris, j'avais entendu, t'as limite rien à l'intérieur, c'est juste tu vas payer le droit, limite d'exploiter telle rue parce qu'elle est méga passante. Oui, c'est ça. À Paris, c'est déconné. Je me suis renseigné avec une styliste qui me disait que c'était sa petite boutique, c'était 150 000 € quoi. Juste le pas de porte. Front, quoi. Et je parle pas du loyer, quoi, tu vois. Ouais. Et nous, notre loyer, il est pas cher, tu vois. C'est 1 300 €, je crois. Putain. Ouais, vraiment, pas cher. Wow. Faut pas que le propriétaire écoute ça. Ouais. Mais, et donc. Ok, 20 000 et Robin a négocié à la baisse. Donc on l'a eu à 17 000 € le pas de port. Donc tu payes à l'ancien locataire à l'ancien locataire, ouais. Ça... On est en 2023, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans une période de up. Mm-hmm. Je commençais à vraiment reprendre les choses en main, quoi. Et donc le magasin, on le prend. Et donc on se dit, trop bien, on va faire le pop-up de la collab avec Vedette et de tout ce qu'on a. On va faire un pop-up dans le magasin. En janvier, on fait les travaux. En mars, on ouvre. Et c'est bon. Hyper bon plan. En gros, quand on est arrivé dans le magasin, on l'a laissé tel quel. Moi, je voulais faire des travaux, mais on s'est dit, on va pas faire des travaux maintenant, ça sert à rien. Autant l'ouvrir comme ça, parce que c'est les périodes des fêtes qui arrivent. En plus, le 1er décembre, c'était la fête de l'ouverture de la collab avec Vedette, au Belga. C'était le 1er décembre, donc il y avait un peu ce truc de... après, c'est... Parfait. Si on communique bien, c'est bingo, quoi, tu vois. Ok, et on s'en fout au final. Et puis ça correspond finalement aussi à votre DA, vous avez déjà fait plusieurs pop-up. Ouais, et la déco était bien. Ouais. La déco était bien. Ouais. Déjà, il y avait un truc. Ouais, il y avait moyen de faire un truc. Et donc, trop bien. Alors, ok, on fait ça. On prend le lieu. J'étais hyper excité, je me souviens, j'étais trop content. Et on installe déjà tout. On fait l'event, ça cartonne. C'est une soirée de malade, on vend tout.
Vedette était aussi. Vedette, ils étaient là, on est choqués, on n'a jamais vu ça. Mais c'était n'importe quoi, hein. C'était rempli, le Belga n'a jamais été comme ça. Arnaud vient me voir, il me dit, j'ai jamais vu ça, le Belga n'a jamais été aussi... Alors qu'il y a des artistes de malades qui sont venus faire des concerts, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. On a rempli le job, quoi, tu vois. En plus, en décembre. En décembre, ouais, en 1er décembre. Ah, putain. Et c'était la guerre mondiale, quoi. C'était génial, tu vois. Un souvenir incroyable. Parce que moi, il y avait tout, en fait. Il y avait la musique, la mode, les vêtements, la notoriété. Il y a tout ce que je recherchais était là. Mes amis, enfin, il y avait tout. J'étais au top. Et donc, trop bien. Puis le lendemain, on a tout vendu. Donc, on n'a plus rien à vendre. Alors, on reproduit en express. 3 jours plus tard, limite 4 jours plus tard, on remplit le magasin et tout ça, en fait, le magasin marche super bien parce que c'est les fêtes de Noël, donc les gens ils viennent et tout, le pop-up fonctionne et tout. En fait, c'est trop bien, quoi, tu vois. Et puis voilà, janvier, je pars au Canada avec Robin parce qu'il faisait une tournée avec Damso, qui était un de ses clients, et donc qu'il est toujours d'ailleurs. Et donc là, c'est la grosse fast life. On a fait méga pop-up, méga. Enfin, moi, je suis. Méga pop-up, quoi. T'as fait un pop-up on a fait le pop-up à notre magasin qui n'était pas encore Oui, c'est ça. officiellement Et notre je crois que magasin. tu disais que t'en avais un autre dans la tournée. Non, je sais pas. Non. Non, Et non. après, t'es parti. Et puis, on part en mode vacances pendant. rêve. Ouais, incroyable, tu vois. Et donc là, ça me permet de souffler, ça me permet de. Mais en même temps, tu vois, il y a des moments comme ça où. Il y a des moments où t'es dans une sorte de course et t'es crevé, tu vois. Mhm. Parce que tu subis un peu le truc et tout. Mais des moments où t'es dans une course et t'es à fond de balle, tu vois. Et donc t'es pas du tout crevé. Donc j'avais l'impression de. Je me suis dit, mais je suis infatigable en fait. Je m'arrêtais pas. Ça faisait 2 ans que je m'arrêtais pas. Et j'avais pas envie de m'arrêter, quoi. Tu vois, j'étais au début de quelque chose que je sentais, voilà, c'était incroyable. Et puis voilà, puis il y a eu les travaux du shop. Je les ai fait. J'ai tout dessiné. Avec un mec qui faisait la 3D, j'ai pris toutes les mesures, j'ai tout dessiné. Et je savais exactement comment je voulais le truc. J'ai tout dessiné au Canada, tu vois, dans l'avion et tout. J'avais l'idée du magasin, j'ai montré à Robin, il dit ah, vas-y, j'adore et tout. Et on a tout fait ensemble. Mon père m'a aidé à faire les structures en métal. Je sais pas si tu as été au magasin, mais J'ai vu les photos, voilà. Je comptais y aller justement. il y a pas mal de soudure et des trucs de métaux. Et mon père, je lui ai demandé de faire ça. C'était pas un cadeau, ça m'a coûté quand même beaucoup d'argent. Mais ça, c'est bien parce que c'était sain, tu vois. Et en fait, voilà, trop bien, quoi. C'était un travail d'équipe, un travail familial aussi, tu vois, parce que ma mère m'a aidé à faire plein de trucs. En fait, c'était vraiment, c'était la construction c'était hyper important pour moi, quoi, tu vois. Il y a 2 choses que j'ai envie de creuser. J'ai envie aussi de te creuser sur un peu la partie aussi finance. Tu m'as un peu expliqué, tu vois, des moments de vente et tout. Ouais. Là, à ce moment-là, c'est pas gratuit de financer Non. des travaux. Tu vois, moi, donc, dans mon boulot, moi, j'accompagne des entrepreneurs Ouais. dont c'est l'objectif d'ouvrir une boutique, d'ouvrir un restaurant. Je les challenge sur le business plan, je les aide à avoir un emprunt à la banque. Ouais. Toi, à ce moment-là, vous, quelle est la structure financière? Comment vous retrouvez? Je peux imaginer que la société existe du coup depuis quelques mois. Elle a été créée en 2023. Ouais. Vous avez eu quelques ventes, via Ouais. quelques pop-up. Toi, tu te payais via... Alors là, je me payais pas encore avec Paradox. Ok. Donc T'as- je t'étais toujours avec, continuais sur le côté à faire il y a À ce moment-là, Ok. à ce moment-là, pendant tout cet engouement où j'étais à 200 000 à l'heure, je faisais aussi une fresque de 5 mètres de large et de 3 mètres de haut à Jean Blou, dans la brasserie de Jean Blou. Tu vois. Ok, ouais. Tous les matins, j'allais faire ma fresque et je réglais mes problèmes au téléphone en Zoom pendant que je peignais. Tu vois. J'étais au four et au moulin, quoi. Ok. Donc, en gros, tu avais toujours ton activité sur le côté J'avais qui toujours te mon faisait vivre. activité. Et donc, comment elle s'appelle déjà la coopérative? J'ai oublié le nom. Artisium. Artisium, ok, qui te rémunérait. Je rentrais de l'argent chez Artisium. Tu Et, versais- ouais. J'imagine c'est comme à la Smart, tu peux aussi avoir une sorte d'activité où tu verses, allez, j'avance, tu te verses 5 000, tu as 5 000 sur l'activité, mais tu te verses que 2 000. En gros, le principe, c'est tu as un compte chez Artisium, tu rentres de l'argent chez Artisium et tous les mois, tu sors un salaire. Ils te conseillent, hein. Ils te conseillent par rapport à ton nombre Ouais. de rentrées, combien est-ce que tu dois te Ok. payer. Des fois, ils peuvent t'appeler en disant bon, là, tu gagnes plus d'argent, est-ce que tu veux pas gagner plus? Ou alors là, tu gagnes pas assez, tu veux pas qu'on réduise un peu? Ou alors on va devoir réduire un peu, tu Et vois. tu gardes toujours une sorte de coussin. Ouais, c'est ça. Et même moi, ça m'est déjà arrivé Ils m'ont déjà supporté quand j'étais en négatif. Et ils m'ont déjà payé un salaire alors que j'étais en négatif. Parce qu'en fait, C'est le concept de la coopérative. c'est le concept. Et aussi, c'est même genre, c'était capital pour moi, quoi, tu vois, parce qu'il y a plein de périodes, et il y a encore des périodes comme ça où c'est Galère. trop chaud, en fait, c'est trop galère. Parce qu'au plus tu grandis, au plus, comme tu disais, au plus tu as des investissements, le magasin, c'était quoi? C'était 50 000 euros d'investissement au final. 50 000. Et vous avez combien, vous, sur le compte de la société à ce moment-là? Ah non, que dalle, zéro. Parce Ok. que il y avait le truc, enfin, parce que
il y avait Vedette, donc ils avaient leur part aussi, tu vois, mais ils ont investi tout. Alors, ça, c'était bien. Vedette, ils ont investi toute la production de textiles, ils ont quasi tout investi. Pour leur. Mais nous, on a dû payer tellement de trucs aussi pour la logistique, pour la gestion, machin. En fait, on avait tellement de frais. En gros, c'était une opération marketing. Et tellement d'argent qu'on devait rembourser aussi. Des avances, tu vois, des trucs. Robin, quand il avait investi tellement d'argent, il fallait qu'il récupère aussi un peu, tu vois. Donc, dès qu'on avait de l'argent, et c'est toujours le cas, dès qu'on avait de l'argent, on devait. Ouais, mais donc ça, c'est votre logique de besoin-fonds de roulement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est cette logique en fait, toi, t'as un décalage entre ta trésorerie qui sort et t'es Ouais, rentré. c'est ça. Mais donc, si je fais une photo un peu un truc imagé, on peut s'imaginer, on est en fin 2023, t'ouvres ton magasin. Là, en fait, t'as une marque, t'as des dizaines de milliers d'abonnés, t'as vendu plein de t-shirts, mais en termes de capital de la société, on est à quelques milliers d'euros, voire zéro. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien, mais c'est juste que, voilà, c'est que ça roule. Oui, ça roule. Tu vois. Et donc, je comprends que en termes de créances, il y a peut-être de l'argent qu'on vous doit, mais voilà, vous avez dû investir du stock. Mais comment vous financez alors les coûts, les 50 000 balles de travaux? Vous allez à la banque? Banque. On a été à la banque, on a fait un prêt, Et qu'on a remboursé d'ailleurs. Et simple, pas simple? Comment c'était? C'était assez simple. Ça a été assez facile. On a été à la banque, on a expliqué le projet. Ils nous ont remboursé la thune. Non, mais là tu, voilà. tu vas dégoûter plein de personnes qui nous écoutent. Non, mais je te dis la vérité. Non, je comprends, mais t'as fait un plan financier. Même pas. C'est pas vrai. Non, je te jure. Mais quelle banque t'a donné Bah, on avait un plan financier vite fait, bien fait, quoi, tu vois. On ne savait même pas trop où on allait. On avait besoin de thunes parce qu'on devait payer les travaux. Donc on est arrivé, on a dit voilà, on a fait autant de chiffre d'affaires l'année dernière. Cette année, là, entre maintenant et là, on a fait autant. On doit ouvrir un shop. Ça coûte autant. Il nous manque autant. Voilà. Est-ce que vous nous suivez ou pas? Oui. Bon, ok. Ouais, ok. Donc tu t'es même pas cassé la tête avec un template méga compliqué. Non. Ok. On a été les voir pour prendre la température et en fait, ça a été assez C'est rapide. quelle banque? Je sais plus. Ok. On a plusieurs banques. On a toujours eu plusieurs banques. C'est un choix stratégique? Ouais. Ok. Que tu tiens d'où? C'est Rob qui gère ça. Donc le chiffre d'affaires, j'entends que sur les comptes il y a plus grand chose en cash, mais le chiffre d'affaires par exemple en 2023 c'était quoi? Je sais pas. T'as une idée maintenant? Du chiffre d'affaires de maintenant? Ouais. Pour essayer d'avoir un ordre de grandeur. Ouais, mais j'en ai parlé avec Robin et on préfère pas trop en parler. Mais par contre, je peux te dire que. Un ordre de grandeur? Quoi? Un ordre de grandeur? Alors, je peux te dire, ouais, Aujourd'hui, je dirais que c'est 4 fois plus gros qu'en 2023. Et en 2023, c'était 2 fois plus gros qu'en 2022, tu vois. Ok. Voire 3. Ok. Tu vois. Donc x3, x4, x12 en gros. Donc, je sais pas, mais okay. 2022, c'était que dalle. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait rien du tout. Ok, vous êtes entre 500 000 et 1 million. Non, quand même pas. Ok. Mais ça, la boîte, tu vois, ça. C'est pas. De toute façon, je voulais juste avoir une idée. Non, bien sûr. De plus dans quelle zone aussi pour toute l'infrastructure qui va avec. Oui, okay. Oui. On est dans un truc, on va dire positif, mais on est dans un truc quand même raisonnable. On n'est pas dans une explosion totale. Non. Sinon, voilà. Je vais finir la partie travaux. Ça prend du temps, ça va vite? Ouais, en fait, ça prend plus de temps que prévu parce que déjà, ça coûte cher. En plus de ça, pendant toute cette période-là, on fait pas de thunes, tu vois. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on fait pas de ads, on n'est pas dans ce truc-là et tout. On est vraiment dans l'organique, donc on poste et on espère vendre entre guillemets avec les posts qu'on fait. C'est un peu compliqué parce que voilà. Mais bon, après moi, je traçais. Donc je finis les travaux, je dirais en avril, mai, un truc comme ça. Et on ouvre mi-mai. Le jour de l'ouverture, je me souviens, je suis parti au Maroc en vacances avec ma copine. C'était génial. Et j'avais fait mon taf, quoi. J'avais travaillé pendant 3 mois sur le magasin. Là, il était ouvert. On avait l'équipe, on avait la manageuse, on avait tout. Tout était préparé. Donc la strat, c'était... Toi, tu restes dans la DA. Ouais. Rob, il est aussi dans un rôle de direction. Vous n'êtes pas opérationnel. La vision, c'était pas... non, on avait des étudiants. Robin, à ce moment-là, il avait des friperies à Bruxelles. J'interview. Ouais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des étudiants qui étaient dans les friperies, qui correspondaient un peu avec la vibe de Paradox. On leur a demandé s'ils étaient chauds de bosser avec nous. Ils étaient chauds, puis on a trouvé une manageuse qui a bossé avec nous. Et on s'est dit, OK, la manageuse, elle gère les contrats, les machins et tout ça. Et en fait, on a un peu démarré comme ça. Je vais te reposer des questions
pas pour encore une fois, pour que tu balances tous tes chiffres, j'aime bien Non, bien que sûr. des gens puissent se projeter dans, en fait, Mais ça c'est coûte juste combien. c'est juste que le chiffre d'affaires, j'ai pas trop envie de dire parce que j'ai pas envie déjà de donner des papillons dans les yeux. Enfin, Ok, ouais. j'ai pas envie de donner des faux espoirs, des trucs, ah putain, c'est incroyable, sachant qu'en fait, c'est pas si incroyable que ça parce que c'est vraiment compliqué. La gestion est très compliquée et j'ai pas envie non plus que. En fait, j'ai pas envie que les gens se comparent parce que je trouve que c'est pas sur un chiffre d'affaires qu'on doit se comparer. Je pense que on n'est pas très à l'aise avec ça. Surtout qu'il y a un truc assez malsain dans les marques aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui donnent leurs chiffres et leurs trucs, machin. Et je suis pas trop. C'est pas trop mon truc. Je préfère que les gens se focalisent sur la vision artistique et se disent ah ouais, machin, que sur des chiffres parce que ça veut rien dire. Le chiffre d'affaires, ça veut rien dire, tu vois. Je sais que ça veut rien dire parce que ça va dépendre de ta marge. Exact. Mais donc, ça. Mais Je pense que tu veux dire. Moi, donc déjà, je respecte ton choix et tu me diras pas ce que tu as envie de dire. Moi, de l'autre côté, l'objectif aussi du podcast, c'est que des gens qui envisagent de se lancer ou qui se sont lancés puissent se projeter dans des ordres de grandeur, des coûts. Type, tiens, les travaux, 50 000 euros, comment tu as eu le travaux Ouais, là-bas. bien sûr, Toi, évidemment. cette histoire, elle est quand même assez. Elle est pas courante. Non, évidemment, bien sûr. Du côté d'avoir Oui, aussi c'est vrai. Je me rends pas compte parce que j'ai pas de comparatif. Moi, je travaille avec Up Brussels. Ouais. Donc, c'est l'agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc, je suis coach consultant pour eux. Et donc, ils reçoivent toute une série de dossiers. Et ces dossiers arrivent dans l'équipe pour laquelle moi je travaille. Et en gros, là, par exemple, j'ai un dossier d'un restaurant. On doit travailler sur un business plan pour qu'ils puissent ensuite aller à la banque. L'Oreca, tu vois, c'est pas gagné d'avance. Tu vois, mais vous, encore une fois, t'as un track record. En fait, on a de la chance. C'est aussi que Robin, avec sa société sur le côté, Waltex, on avait la même banque. Donc, on avait le même banquier. Donc, on savait de quoi on parlait. Je peux complètement imaginer. Tu vois, on venait pas de nulle part, en fait. Souvent, ce qui s'est passé avec Paradox, quand les gens ils disent « Ah ouais, mais attends, c'est fou, machin, comment ça, vous avez eu ça ?» En fait, on vient pas de nulle part. Ah oui. Par exemple, la collab, je te donne un exemple, la collab qu'on vient de sortir avec Julien Doré, bah moi, ça fait depuis 4 ans que Julien Doré, un jour, a dit « Ah, j'adore ce t-shirt » à un pote à lui qui est en fait un pote à moi. Okay. Tu vois, qui est son vidéaste. Il a dit « Ah, je veux le même t-shirt ». Et donc, je lui ai envoyé un t-shirt. Donc, il a commencé à nous suivre. Et puis, j'ai commencé à lui envoyer des trucs. Et en fait, il y a une relation qui s'est créée. C'est pas du jour au lendemain. Tu vois. Bien. Mais je pense que personne là qui écoutera l'épisode se dirait que c'est du jour au lendemain. Okay. On comprend bien que... Ah, ok, ouais. Non, ça, je peux t'assurer. Oui, mais j'ai aucune notion de de l'heure qui vient de se passer. Très bien. On est quasi à 2. Ok. Et non, mais là, tu as fait un chemin de plus de 10 ans où tu expliques qu'on voit très bien les up and down. Mais la partie plus réalité, donc ça coûte combien en fait d'avoir une manageuse, des étudiants par mois en termes de coûts salarial? La manageuse, elle était à mi-temps. On a trouvé un deal pour qu'elle travaille, je crois qu'elle travaille à moitié dans les friperies et à moitié dans Paradox. Et donc nous, on s'était un peu divisé. En fait, comme il y avait plusieurs friperies, ce qui était facile, c'est qu'elle pouvait travailler à la fois pour Paradox, à la fois pour Bison 4, à la fois pour Walfrip. Et donc, elle travaillait dans trois magasins différents qui étaient un peu sous la même entité. Parce que Walfrip et Bison 4, c'est Robin. Ouais, Walfrip, c'est toujours Robin. Oui. Et Bison 4, il a revendu. Okay. Mais à cette époque-là, c'était tout comme ça et c'était facile parce qu'en fait, comme il y avait Robin sur le côté, et ben, ça me coûtait, je sais pas moi, peut-être je payais genre 650 € par mois pour Laure, qui était la manageuse. Et avec les étudiants, je pense qu'en tout, on devait être à 1350 €, 2000 €, je pense. Okay. Parce que 650, c'est vraiment pas cher pour mi-temps. Mais non, parce qu'elle gagnait 650 avec Paradox, mais elle gagnait l'autre moitié. Tu vois, elle gagnait plus, parce qu'elle travaillait chez Walfrip et chez machin. Ah, okay. Paradox ne payait que la partie qu'elle travaillait. Donc, elle travaillait pour 650 € chez Paradox. C'était pas un mi-temps, quoi. Et elle travaillait pour autant, tu vois. Mais donc, donc on est à 2000 de coûts. Ouais, à peu près, ouais. T'as 1003 de loyer. Ouais, attends, je peux continuer. Aujourd'hui, parce que là, j'ai un peu les chiffres en tête. Aujourd'hui, avec la boutique, je dirais que on a des frais fixes de 15 000 € par mois. Ok. Ouais. Quand même... Ok. Donc, tu as tous les employés, mais du coup, l'équipe a grandi. L'équipe a grandi. Ça, c'est combien sur les 15 000 je sais pas, j'en sais rien. Je sais qu'on a un tableau, tu vois. Moi, je m'occupe pas trop des chiffres, j'avoue. Mais je regarde quand même régulièrement pour voir où est-ce qu'on en est. Mais on est à plus ou moins, comme je te disais, 15 000 € de frais par mois. Après, il y a le magasin, il y a les loyers, les salaires. Je dirais que pendant un moment, on a été jusqu'à 5 000 € par mois. Ouais, ça me surprend pas qu'il y ait un tiers de... Mais là, on a diminué. C'est-à-dire que
au début, on avait on avait pris un temps plein. Ça nous coûtait 4000, plus de 4000 euros par mois. Et on avait des étudiants, c'était 1000 euros par mois. Donc, on avait un peu plus de 5000 euros par mois de gens qui travaillaient au magasin. C'était beaucoup trop. En fait, c'était beaucoup trop. On ouvrait tous les jours, 7 jours sur 7, de 11h à 19h. Là, en fait, on a décidé de réduire. Donc, on a fermé le dimanche. On ouvre de 11h à 18h. Mine de rien, économiser une heure par jour, ça gagne 1000 euros par mois, tu vois. Ça paraît con comme ça, hein, mais ça change tout, en fait. Okay. Et donc, en fait, on optimise petit à petit. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que depuis l'ouverture, en fait, quand l'ouverture du shop, quand on a ouvert, ça a cartonné. C'est-à-dire qu'on faisait 30 000 euros par mois, je crois, un truc comme ça. Et mai, juin, juillet, août, on se dit, waouh, c'est génial. Puis en fait, il y a septembre qui arrive. Ouais. Puis il y a octobre, on est là, waouh, c'est le désert, en fait. Okay. Novembre, désert. Et en fait, là, hop, décembre, ça revient, les fêtes. Et on commence, en fait, à comprendre ce qu'on n'avait pas compris. La saisonnalité, ouais, c'est ça. Et ça, c'est un truc qu'on a pris du temps à comprendre. Et donc, on s'est dit, et comme je t'ai dit, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit dans le magasin, qui s'y connaisse, un gars qui connaît les saisons, qui connaît les trucs pour savoir comment agencer le magasin. Donc, on a pris un professionnel, mais ça coûtait cher, un professionnel, tu vois. Ça nous a coûté plus de 4000 euros par mois. Pour qu'il touche, c'est 2005, 2008, entre 2005 et 2008. Enfin, je sais pas, il était assez bien payé, tu vois. Et donc, lui, c'est ton boulot, 2005. C'était juste de. Oh, c'était manager. Manager, il travaillait dans le magasin, il était vendeur aussi. Ouais. Mais comme c'était son temps plein. Ouais, comme c'était son temps plein, il travaillait 5 jours semaine. Ouais. Et il y avait 2 jours semaine des étudiants, tu vois. Ouais. Ça, c'était cool parce que du coup, voilà. Mais c'était très compliqué à gérer parce que. Il n'y avait pas une super entente, il y avait pas ça n'allait pas trop, il y a un truc qui n'allait pas, et ça nous coûtait tellement d'argent qu'on avait beaucoup de frustration. Et on a de résultats. Ouais, pas le résultat qu'on voulait, tu vois. Et à un moment, genre, on a eu une inondation dans notre cave, donc tout notre stock a été inondé, tu vois. T'es assuré? Quoi? T'étais assuré? Je crois pas. Non, mais laisse tomber. Ouais. C'était mort. C'était mort. Ça a un coût de combien, ça? Ça va, parce que c'était juste sur le sol. Okay. Donc, à mon avis, on devait être à peut-être 3-4 000 euros de production quand même. Mais ça va. Et en plus, c'était que des t-shirts. C'était pas genre des vestes ou des machins. Tu vois, donc ça va. C'était pas non plus une grosse perte. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que nous, on déteste perdre des trucs, en fait. On déteste. Ça, au-delà de l'aspect financier, il y a un aspect un peu... Quand, par exemple, tu fais tomber ton pantalon dans la boue, ouais. c'est désagréable. C'est un peu le même principe, mais avec 3000 pièces. Tu vois ce que je veux dire? 5, on va dire 15 000 de coûts, un tiers, on va dire, de coûts personnels, même si c'est un peu moins. Ouais. T'as loyer, charge, du coup, chauffage. Et puis le stock qui dort. Tout le stock. Ok. Il faut s'imaginer. Ah, donc dans tes 15 000, tu comptes ton stock? Non, je compte pas. Non, et y a quoi dans les 15 000, puis après, t'as le stock qui dort. En plus, mais oui, mais dans les 15 000, moi, je veux creuser. T'as donc tous tes frais informatiques, t'as de logistique? Non, ça, ouais, tout ce qui est... Donc, toutes les assurances. Ouais. Shopify, le site web, ça coûte une blinde. Ça coûte combien? Genre 400-500 euros par mois. Ah ouais, ok. Comme ça. Ton comptable? Le comptable. Ouais. Les frais de production, enfin, pas la gestion pas le stockage, mais les frais de production, le stockage, le lieu de stockage, les frais de logistique, tu comptes les frais de logistique. Genre toute la livraison. Tous les gens qui s'occupent de prendre les trucs, les amener à l'atelier, les amener au shop, tu vois, enfin tous ces trucs-là qu'on a optimisé petit à petit. Mais au début, on avait un atelier, on avait le magasin, il y a les commandes qui se faisaient à l'atelier, le physique au shop. Maintenant, on a tout mis au shop, mais du coup, on a dû trouver un local. Okay. Tous les déplacements. Ouais. C'est bien, je voulais avoir. Tu vois, c'est à peu près ça, ouais. Ça, ok. Et puis, tu as toute la gestion du stock. Et donc, ça, c'est une gestion du besoin en fonds de roulement. Donc, tu vas devoir avancer du cash pour ton stock. Et puis, tu récupéreras quelques mois plus tard en fonction. Et en fait, on a rencontré un problème énorme. C'est qu'à un moment, Robin, il avance. Sauf qu'à un moment, moi, déjà, je veux faire des vêtements un peu plus quali que les t-shirts. Donc, je commence à faire des knitwear, des vestes, des trucs. Et à un moment, Robin, il me dit, mais en fait, Milan, moi, je peux plus avancer, quoi. Parce que de 1, c'est trop gros. Et j'ai pas envie de continuer comme ça. C'est vrai que ça devenait malsain entre nous parce que il devenait juste le portefeuille, tu vois. Et moi, j'étais le créateur et je voulais avancer. Et lui, il voulait me faire confiance à 100%, mais il s'y retrouvait pas. Surtout que moi, je commençais à me payer avec ça. Parce qu'on avait fait un deal avec Rob. C'est que, comme ça commençait à prendre de l'ampleur, quand je suis revenu du Canada, je lui ai dit, voilà, moi, en fait, je fais 100% Paradoxe. Je fais plus de projets sur le côté. Il faut que je me paye. Pour que Paradoxe évolue, il faut que je sois à 100% dedans. En fait, la fresque à Jean Blou, par exemple,
c'était pas possible. Je lui dis, en fait, c'était vraiment, c'était trop compliqué, tu vois. Et donc, on s'est mis d'accord, on s'est dit, vas-y, Milan sera payé, Robin pas. Parce que moi, je me donne à 200% et je fais tout le truc. Mais bon, il a quand même 50-50 sur les Ça veut dire 50-50. Ouais, on est à 50-50. C'est chaud. Ouais. Pourquoi je dis que c'est chaud? Parce que j'ai déjà entendu, il y a eu plusieurs histoires à ce micro, des 50-50 qui se passent très bien et des 50-50 qui se passent mal. Si c'était à refaire, je le referais pas. J'adore Robin, c'est devenu un ami cher, c'est un gars que je pense qui fait partie de ma vie, tu vois, depuis des années. Et donc, j'adore ce mec, mais je sais que... Et c'est mon associé, tu vois. C'est lui, paradoxe aussi. Il est autant paradoxe que moi, tu vois. Je suis plus l'image parce que je me montre plus, mais lui, il s'est gratté la tête à en devenir, tu vois... Mais qu'est-ce que tu ferais différemment, alors? Si c'était à refaire, j'aurais pas fait 50-50. Parce qu'il y a eu tellement de frustration de ma part et de mon côté, qui en fait était, à mon avis, le problème des 50-50. Le fait que... lui, il a une boîte sur le côté, et moi, je n'ai pas de boîte sur le côté. Moi, je me donne à 200% sur le truc, Okay. et lui, pas, parce qu'il a déjà d'autres trucs plus importants à gérer, tu vois, des trucs qui lui demandent plus de pression. Et en fait, on n'arrivait pas. Si on avait fait je sais pas moi, j'en sais rien, j'ai pas de chiffre en tête, mais si on avait fait un truc un peu plus, où j'ai plus de parts, tu vois, genre si j'avais genre 55% et lui 45%, je me serais déjà senti un peu plus responsable. En fait, j'ai beaucoup compté sur lui, là où je pouvais pas compter sur lui, du fait qu'il avait 50 dans la part, tu vois. Pourquoi vous le changez pas? C'est pas possible, hein? On en a parlé. En fait, souvent quand on a des grosses crises, on commence à parler de ça et à parler de ces trucs-là et tout, et après on en vient toujours à la solution, c'est de dire on va pas prendre de décision dans une tempête, tu vois, parce qu'on risque de faire de la merde. Essayons de se concentrer sur de remonter la société, puis on verra. Et en général, ce qui se passe, c'est que ça remonte, et puis après, ça se rétablit, et voilà, en fait, tu vois. Et jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment posé de gros problèmes. C'est juste que, je le referai pas de la même manière, avec la maturité, tu vois. Ouais, je comprends. Et même, je sais même pas si un jour j'ouvrirai une autre boîte, je sais même pas si je prendrai un associé, je pense que je le ferai seul. Pourtant, dans tout ce que tu racontes, à quel point l'associé était clé, moi, ça m'a marqué. Non, mais c'est hyper important. Non, mais vraiment. Surtout dans une marque de vêtements, tu vois. Parce que, en fait, dans une marque de vêtements, il faut à la fois être un artiste et à la fois être un entrepreneur. Il faut être les deux, vraiment, tu vois. Robin, il est les deux aussi. Il n'est pas que businessman. Il a aussi une vision artistique. Il a du goût. En fait, il dit qu'il n'a pas de goût. Il dit j'ai pas de goût. C'est toi l'artiste. Mais non. Et en fait, il a une sensibilité. Il a une direction. On va dans la bonne direction, tu vois. Et je pense que quand tu as une marque de vêtements, le plus important, c'est d'apprendre. Moi aussi, tu vois, je suis devenu entrepreneur de par la force des choses, mais je me suis obligé à le faire, je me suis mis un gros coup de pied au cul, en fait, j'ai appris des choses que je passe ma vie sur des podcasts, en fait, tu vois, à écouter, mais non, mais vraiment, tu vois, à écouter des trucs que je ne savais pas avant, qui m'aident, en fait, à réussir des trucs, à réussir mes coups, en fait, et même la gestion d'un associé, c'est juste que c'est compliqué. Moi, mon père, je le vois, il est tout seul, et il m'a toujours dit, depuis que je suis tout seul, j'ai pas de problème, tu vois, et je dis oui, d'accord, mais... C'est vrai qu'un associé, c'est compliqué, tu vois. Oui, mais c'est marrant parce que t'as été convaincu du côté duo, duo ou plus. Et là, tu viens quand même de dire. Ouais, si je devais maintenant, si je dois faire une société maintenant, je pense que je prendrais pas un associé. Ok. Donc là, au moment T, dans la balance, tu dis que t'as plus de chances qu'il y ait moins de friction, que ce soit plus facile. Je ferais pas paradoxe sans Robin. Je continuerai. Ça, j'ai bien compris. Tu vois. Mais si maintenant je dois monter une société de photos, si je prends un studio photo et que je décide de le faire, je pense pas que je vais prendre un associé. Je pense que je vais plutôt trouver quelqu'un qui est chaud de bosser. Je pourrais lui filer quelque part de la société pour négocier son salaire, pour pas que ça me coûte trop cher, pour qu'il ait des petites parts, mais je veux rester au moins 30% de plus majoritaire, tu vois. Autre question un peu chiffre, si t'es ok de partager. Une idée du coefficient
Donc tu vois, qu'est-ce que je veux dire La là? marge? Ouais, donc tu peux le voir dans l'autre sens, soit c'est une marge, donc tu fais X% de marge sur une vente, ou alors un coefficient, ça me coûte 10 euros à la production. Je sais que je dois faire un x4, x3, Ouais. le coefficient pour le vendre. Oui, Et oui. souvent, moi, j'ai l'impression que c'est des fois plus parlant, le mot coefficient Ok. pour les gens. Je sais que dans l'Oreca, on va dire, il faut tourner autour de 3. Je m'étais un peu renseigné avant l'épisode dans les marques de fringues, avec les marques de prêt-à-porter basiques. Normalement, c'est x5 pour une marque de vêtements. Ok, voilà, justement, dans le premium, je voyais x4, x5, mais pas Ouais. partout. Luxe, ça peut être même plus. Et par contre, dans le prêt-à-porter plus bas de gamme, on va être sur du x2, x3. Ouais, x5. c'est ça. Ok. Mais je fais pas du x5. Parce que, en fait, je devrais faire du x5 normalement. Mais dans ce cas-là, il faudrait que j'appuie sur le fait que on fait du x5 pour telle et telle raison, tu vois. Mais je le fais pas parce que ça serait trop cher, tu vois. Nous, on fait de la bonne qualité, Ouais, tu vois, donc ça coûte cher. bah, j'imagine, parce que je me faisais le question, voilà, vos t-shirts, c'était à 39 euros, des fois 49. Ouais. Donc on va dire les 40, ça veut dire que t'es hors TVA, t'es à 34. Nous, on fait nos propres t-shirts en Ouais. plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, on fait. Donc c'est notre propre coupe, notre propre Ok. t-shirt. C'est pas, on n'utilise pas un blank genre Stanley Stella ou Ok. truc. On fait nos propres t-shirts, donc donc on les paye un peu moins cher vu qu'on en a commandé énormément, mais ça demandait un gros investissement, tu vois. On a commandé 3000 t-shirts noirs, 3000 t-shirts blancs, tu vois. Ok. Mais faut savoir que ils sont incroyables nos t-shirts, tu vois. Sauf que bah, on a des galères, tu vois. Genre par exemple, on s'est rendu compte que tous les t-shirts blancs, il y avait des défauts. Et donc on est obligé de trouver une autre solution. Donc heureusement, on a d'autres usines avec lesquelles on travaille qui font des t-shirts et qui peuvent en faire des plus petites quantités. Mais ça veut dire que notre plan de rêve du t-shirt de 230 grammes de bonne qualité, ça fait des mois et des mois qu'on travaille dessus pour avoir vraiment le meilleur truc. On arrive et en fait l'usine, elle nous a envoyé La carotte. Ouais, elle nous a carotte. Et ça nous arrivait beaucoup, tu vois, des trucs comme ça. En fait, le seul truc, vraiment, s'il n'y avait pas de problème, non, quand tu produis et que tu reçois, je pense que les marques de vêtements s'en sortiraient mieux. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes, de défectueux, Ok. de problèmes. Je Ouais, réalisais pas du tout. c'est un truc de fou. On vient de faire une vidéo, déjà 3% de ce qu'on produit est défectueux. Et Oui, ça c'est oui, tu j'ai vu. signes un contrat avec Ok. les usines Genre, en mode c'est comme ça, tu comme vois. ça. Ok. Et mais tu vois, tu commandes des caisses, bah, je sais pas, t'es pas là lors de la réception, ils te rachent, les caisses, elles tombent dans la flotte. C'est un exemple, tu vois. Ou alors, t'as commandé des pulls mauves et ils t'apportent des bleus, tu vois. Nous, ce qu'on a déjà eu une fois, c'est on travaille au Portugal Ouais. pour l'image et ils nous envoient les pantalons. Tous les boutons s'enlèvent. Tous les boutons des pantalons se détachent. On s'en rend compte, évidemment, quand les produits sont déjà vendus, parce que nous, tu vois, on se dit pas que c'est de la merde, en fait, tu vois. Donc, on renvoie tout, donc on doit récupérer l'argent, rembourser les gens, récupérer les trucs, tout renvoyer, dire, vous nous envoyez tout, mais tout de suite, les gars. Il n'y a pas de 2-3 mois, dans 2 semaines, c'est chez nous et c'est dans notre magasin. Ok, on reçoit des caisses made in China, avec les mêmes pantalons, de la même qualité, juste les trucs qui tiennent bien. Je me dis, ok, en fait, ils sont tous sous-traités en Chine, parce c'est pas possible, en fait, tu vois, de faire autrement. Et donc, en fait, il y a des usines au Portugal qui disent qu'ils produisent, mais comme toi, tu vas pas dans l'usine, eh ben, eux, ils commandent en Chine, paf, ils reçoivent les trucs, ils mettent dans des caisses Portugal, hop, ils envoient en Belgique, et toi, tu te dis, ah, c'est made in Portugal, alors que dalle, tu vois. Ton sourcing, toi, à la base, justement, parce que c'est un des Bah, de points. base, en fait, nous, on travaille des usines on entend cette usine-là, on chope un numéro, on chope un truc, c'est un peu comme ça que ça se passait, tu vois. Mais il y a une éthique, il y a une volonté, une direction à laquelle vous voulez aller. Bah, Je sais que c'est chaud le textile, enfin je sais. J'ai jamais moi testé, mais je crois qu'en tant que consommateur, en tant que citoyen, on est tous au fait de la production, ouais. externalisée, qui coûte moins cher dans. Bah, déjà, quand tu fais une marque de vêtements, il faut te dire que tu fais pas un truc que dans l'écologie. Non, c'est Tu appartement, si tu veux, c'est de la consommation, et donc. Et même, c'est le deuxième plus polluant de. Bon, après, surtout pour la fast fashion, mais c'est le deuxième plus gros polluant de la planète, quoi, tu vois, Oui, le textile. Et puis ce que je veux dire par là, c'est que. Tu vois, à partir du moment où c'est une marque, avec on est sur du beau, on est sur de l'esthétique, Ouais. il y a une certaine, justement, on pousse à avoir un objet aussi, limite de mode, donc ça a poussé à une consommation. On n'est pas dans quelque chose de. Alors si c'est nécessaire les vêtements, mais quand on va chez un créateur comme Paradox Plus, Ouais. c'est pas ce qu'on va rechercher. Donc en effet, tu t'es pas dans un cercle positivement. Non, bah, l'idée, c'est quand même toutes les usines avec lesquelles on travaillait, sauf celle du Portugal, je te disais, bah, toutes les usines, on les connaît en fait. Ouais. Parce qu'on travaille avec une boîte de production à Bruxelles Ok. qui a des usines au Pakistan et en Chine, des usines belges, ou alors ils travaillent avec des usines
comme revendeur officiel, comme client officiel, tu vois. Et nous, on travaille avec eux. Et ils vont régulièrement dans les usines pour aller voir. Ils ont habité au Pakistan, Ok. pour construire l'usine. Donc il y a une gestion et il y a une, on va dire il y a une vue là-dessus. Et il y a un respect total sur les salaires, sur les gens et tout. Les usines dans lesquelles on travaille, on sait qu'elles sont clean, tu vois. Ok. Moi, je discute beaucoup avec mon usine en Chine, par exemple, de textile avec laquelle je fais toutes mes vestes et tout ça. Régulièrement, je parle avec la personne, avec mon contact direct, et on parle de tout et de rien des fois, tu vois. Et elle m'envoie des photos du bureau. Quand il y a notre collègue à Bruxelles qui va en Chine, elles se retrouvent, elles vont manger ensemble, elle lui fait visiter l'usine. Il y a un truc humain, c'est pas non plus Alibaba, 5000 vestes, tu vois. Ça reste quand même très... en tout cas, c'est les meilleurs contacts que j'ai eus avec des usines. Là où, quand je travaillais en Europe, j'étais vraiment reçu comme la pire des merdes, quoi. Ok. J'avais l'impression vraiment d'être le mec qui va se faire arnaquer, mais direct, quoi, tu vois. Alors que maintenant, j'ai plus ce truc. Donc, c'est un poids en moins, parce que la gestion de la production, c'est quand même assez lourd. Ouais. C'est vraiment un truc qui prend beaucoup de temps. C'est du stock, des tailles. Rien que la différence entre les tailles des t-shirts ou des vestes, la taille du logo, la couture, la coupe, la matière, la couleur, enfin la couleur de chaque détail. À la tirette, argenté, non, en fait bronze c'est mieux. Ah, bronze, mais on n'a pas, il faut aller voir. Ah, il faudrait le faire personnaliser en fait. Ah ouais, dans les deux sens parce que la verse elle est réversible. Ah, mais on a oublié, putain, l'étiquette de truc, on va la mettre où? Ah, on va la mettre dans la poche. Ouais, mais si on la met dans la... Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça, tu vois. On arrive au bout de l'interview. Trop bien, putain, c'est passé vite. Incroyable, franchement, tu m'as fait voyager. C'est vrai? Je suis régalé. Vraiment de ouf. Putain, ça me fait plaisir parce que je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai pu raconter comme histoire? J'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi, enfin, pas n'importe quoi, mais. Non, là, franchement, tu m'as fait voyager. Je pense que tu vas faire voyager pas mal. Putain, génial, bon, ça me fait plaisir. Je suis sûr. Qu'est-ce que tu retiens de notre interview? Je retiens que c'est mon premier podcast, donc déjà je suis trop content parce que je suis gros consommateur de podcasts, donc je trouve ça trop stylé d'en faire un, franchement. C'est la première fois aussi que je fais un gros rewind en arrière, tu vois, de tout depuis le début. Il y a même des épisodes que j'avais oubliés, qui me sont revenus durant la conversation. Et ouais, mais je suis trop content, ça tue. Génial. En tout cas, merci, franchement, j'ai adoré. Je suis vraiment, moi, je crois que j'ai une dose de kiff supplémentaire de faire ça sur ces nouveaux studios. Je crois que je peux maintenant dire, n'hésitez pas à vous abonner. Trop bien. Sur la petite notification bell et subscribe sur YouTube, ça fait trop plaisir. Ouais, n'hésitez pas, si vous écoutez, la majorité de mes auditeurs et auditrices, a priori, qui vont découvrir ce podcast, c'est via l'audio. Donc, n'hésitez pas, tout cela, ça me ferait plaisir de me soutenir. Allez sur YouTube, allez subscribe pour aussi créer un petit peu de discovery pour d'autres auditeurs, auditrices, pour aider l'algorithme. Donc voilà, moi franchement je me suis éclaté. Un tout grand merci. Ouais, c'était cool, hein, franchement. Je te prends un peu de cours. Vous avez des codes promo? Là c'est Black Friday les gars. Ouais, oui, mais quand ça se... Ah, tu veux que je fasse un code promo spécial? Ouais, si c'est... Ouais, vas-y, je le fais en live. Ok. Code rythme? Ouais. RYTHME. Attends, je le fais en live. Code, tu m'as dit? Rythme. Rythme. RYTH. T'inquiète, ça je sais. Génial. Voilà. Tout grand merci. Donc, franchement, je me suis éclaté. N'hésitez pas, si vous découvrez le podcast, du coup, vous avez compris, des histoires d'entrepreneurs. Milan est bel et bien un bel entrepreneur avec un beau parcours. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. C'est vrai, tu trouves que l'histoire, elle est cool? Moi, je trouve qu'elle est géniale. Ah, génial. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous. C'est vraiment ce qui aide le plus. Partagez le lien, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Commentez, c'est génial. Et voilà, à très vite. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dollery jusqu'au bout. Écoute, si t'as aimé, abonne-toi, lâche 5 étoiles et partage l'épisode à quelqu'un que ça peut inspirer. C'est vraiment ce qui va faire vivre le podcast. Et puis un tout grand merci aussi à l'équipe de The Pod pour la production et à Straz pour le jingle. Et moi je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao ciao.